Donc bienvenue, aujourd'hui le sujet c'est cancer du sein métastatique, c'est pas un sujet facile. Voilà, moi je suis Suzette Delaloche pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis oncologue médicale. Et donc c'est comme toutes ces sessions, je pense que vous connaissez, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, évidemment c'est pas une consultation, c'est relativement informel. Il vaut mieux poser ces questions au fur et à mesure. La base de ce qu'on a prévu, c'est essayer quand même de vous donner de l'information et de la connaissance qui puisse vous aider, parce qu'on pense que c'est assez utile dans ce genre de session de prendre un peu de recul pour essayer d'avoir des connaissances qui peuvent vous aider ensuite. Parce que si vous êtes là, c'est sûrement que vous en avez besoin ou envie. Et après, on répond à plein de questions, on discute ensemble. Souvent, les questions des autres sont utiles à chacun. Le grand problème dans cette situation, cancer du sein métastatique, ça regroupe beaucoup de personnes avec des maladies assez différentes. Et donc, il faudra juste faire attention, pour moi et pour vous. On va parler de différentes situations qui ne s'appliquent pas forcément exactement à vous. Chaque personne est différente, évidemment, et chaque maladie est relativement différente. Mais malgré tout, on va en parler d'une façon un peu générale. Et donc, l'idée, c'est de vous dire un peu qu'est-ce que c'est qu'un cancer métastatique, pourquoi c'est comme ça, pourquoi on choisit ou vous propose des traitements, quelles sont les bases de notre réflexion à nous et comment on peut s'adapter, comment on peut choisir, comment les choses évoluent, en particulier avec des perspectives des traitements du futur. Alors ça, c'est un angle qui est très personnel aux oncologues médicaux. On a toujours un truc sur nous, on pense beaucoup dans le futur. Sans doute, ça nous aide à survivre dans ce métier pendant 50 ans. En permanence, on voit que les choses s'améliorent et on essaie de faire en sorte que la recherche permette des avancées pour tout le monde. Alors, donc n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a une question brûlante ou même pas brûlante. Donc, qu'est-ce qu'un cancer métastatique? Les principes généraux, les évolutions des traitements et la décision médicale partagée. Mon gros risque, c'est de parler un langage qui ne soit pas très compréhensible, donc là aussi, n'hésitez pas à m'interrompre si vous ne comprenez rien. Ça ne sera pas étonnant. Alors, métastases. Là, il y a écrit qu'est-ce que c'est que des métastases. Pratiquement tous les cancers infiltrants ont un potentiel de métastase à distance. Donc, quand on va parler, alors infiltrant, ça veut dire un cancer qui n'est pas in situ, c'est-à-dire un cancer qui a la capacité d'infiltrer les tissus avoisinants. Donc là, on va parler de pratiquement tous les cancers, on va dire. Et donc, quand on parle de métastase, on ne parle pas de métastase ici ganglionnaire. Il y a juste une atteinte ganglionnaire, on appelle ça aussi métastase, mais on ne va pas du tout considérer ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va considérer un cancer du sein qui a envoyé des cellules dans d'autres organes que le sein et les ganglions. C'est ça qu'on appelle métastatique. Donc, globalement, en cas de cancer du sein, tout cancer du sein confondu, à très très long terme, il y a à peu près un risque de 20 à 25% que des métastases se développent un jour, que ça revienne. Des fois, c'est au diagnostic, de temps en temps quand même, mais ça peut être quelque chose qui survient plus tard. Selon le type de cancer, il y a un risque à très long terme où le risque s'arrête au bout de quelques années en fait. Qu'est-ce qui augmente le risque d'avoir des métastases ou de ne pas en avoir? C'est avant tout les caractéristiques du cancer au départ. Donc c'est pas de votre faute, c'est pas trop de notre faute non plus, j'espère bien. Ce qui augmente le risque, c'est avant tout comment le cancer, était au départ. Et donc avant tout, sa biologie. La biologie, c'est le grade, est-ce que ça se développe vite, etc. Les récepteurs aux hormones et le HER2. Ça conditionne vraiment beaucoup comment un cancer va se comporter. Ça conditionne aussi comment on va le traiter. Bien évidemment, au départ, on va s'adapter à son agressivité. Le niveau d'envahissement des ganglions, s'il y a un ganglion atteint, 2 ou beaucoup, ça peut être très différent. La taille de départ de la tumeur. Donc au départ, c'est avant tout la biologie du cancer et le stade. C'est comme ça que ça s'appelle, en gros, les ganglions. Qu'est-ce qui diminue le risque d'avoir des métastases un jour quand on a un cancer localisé? Les traitements quand même, ça sert à quelque chose. Les traitements généraux, ce qu'on appelle adjuvants, tous ces traitements par voie générale qui sont la chimio, l'hormonothérapie, l'herceptine, mais aussi la radiothérapie régionale, ça diminue le risque d'avoir des métastases. C'est pour ça qu'on donne ces traitements. Ce n'est pas tellement pour la prévention locale, c'est avant tout à cause du risque de métastase. Et le mode de vie a un certain impact.
Et après, c'est toujours un vrai problème. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a eu des métastases et qu'on a rechuté que c'est de sa faute. Et ça, c'est un truc qu'il faut se retirer de la tête. C'est-à-dire que si vous avez un cancer et si vous rechutez dans le cancer du sein, franchement, c'est pas de votre faute. Mais c'est pas de la faute du médecin non plus, enfin j'espère. Parce que nous, on a le même problème. C'est-à-dire quand les gens rechutent, le premier truc qu'on pense, c'est que c'est de notre faute s'ils rechutent parce qu'on les a pas bien soignés. C'est une sorte d'échec. Donc on va être dans la même notion de culpabilité que vous. Sachez-le. Et donc c'est toujours un truc un peu compliqué. Donc il faut toujours, pour nous c'est très important, il faut qu'on vainque notre culpabilité avant tout. Et que pour être capable de soigner les gens, il ne faut pas penser que ce qu'on fait c'est pas bien. Il faut penser que voilà, on est des humains, c'est tout. Et donc c'est la même chose pour vous. Et donc il y a quand même des trucs qui diminuent peut-être un peu les risques, ou en tout cas, même si on a des métastases qui peuvent faire en sorte qu'on aille globalement mieux, c'est globalement un mode de vie équilibré. Hein. C'est facile à dire, moi qui dors 3 heures par nuit, mais manger équilibré, pas des sandwichs tous les midis, voilà. Pas trop d'alcool, tout ça. Et l'activité physique, c'est vraiment important. Et essayer de garder un poids raisonnable, c'est sûrement important. Voilà. Mais bon, ça ne fait pas tout, malheureusement. Alors, ensuite, on va essayer de comprendre pourquoi il y a des métastases, pourquoi les cancers ils font des métastases. Donc, en fait, quand il y a un cancer, c'est une cellule qui devient cancéreuse, qui se développe dans un organe. Et dans la plupart des cas, les cellules vont avoir tendance à se détacher du cancer. Et dans certains cas, elles auront des caractéristiques qui vont leur permettre de traverser les vaisseaux et de rentrer dans un vaisseau sanguin ou lymphatique et de se balader dans la circulation en particulier sanguine. Et dans certains cas, si ces cellules ont certaines caractéristiques, elles sont capables d'aller s'installer dans d'autres organes. Et on appelle ça la dormance. Et donc elles vont s'installer, on sait qu'elles aiment bien s'installer dans les os, dans la moelle osseuse. On ne sait pas du tout les voir là où elles sont. On ne sait pas du tout, là on parle de 2-3 cellules ou une toute petite quantité. Et on sait qu'elles peuvent être dormantes. Et quand on fait nos chimios, nos hormonothérapies adjuvantes, on sait qu'on en tue une grande partie. Mais il peut en rester quand même. Et un jour, elles peuvent se réactiver. Et c'est là où il va y avoir des métastases qui peuvent apparaître. Donc ça peut être 1 an, 2 ans ou 10 ans ou plus après. Et alors c'est pareil, on ne sait pas trop pourquoi les cellules se réactivent à un moment, une baisse de l'immunité, autre chose. Enfin, on peut toujours échafauder des raisons, mais ce n'est pas évident. Et donc là, elles vont se redévelopper. Donc il faut qu'elles acquièrent de nouveau des caractéristiques. Et en fait, ça peut être juste un événement qu'on ne contrôle pas du tout, qui est un événement génétique, qui fait qu'en fait, ces cellules, elles n'avaient plus de capacité de survie, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui fait qu'elles vont changer. Il y en a une qui va devenir plus agressive, qui va se redévelopper, et du coup, elles vont pouvoir recirculer et aller ailleurs. Elles vont se développer dans un organe et recirculer. Donc c'est ça le mécanisme. Et donc le principe de base, et là, c'est que quand il y a des métastases, ça veut dire que des cellules ont circulé et qu'elles ne sont vraiment pas restées dans l'organe et qu'elles ont pu survivre. Et en général, il n'y en a pas qu'une à un endroit, il y en a plusieurs à plusieurs endroits. Et donc la base du traitement, ça va être là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut un traitement par voie générale. Et s'il y a des métastases, les traiter juste localement, ça n'a aucun sens. Si on fait, par exemple, si vous avez une métastase dans le foie, une seule qu'on voit, on traite là, c'est très bien, mais 3 mois après, il y en aura une autre ailleurs et d'autres ailleurs. Donc en fait, il faut toujours un traitement par voie générale. Même si on fait un traitement local, il faut toujours un traitement général. Voilà. Où est-ce que peuvent se mettre ces métastases? Alors, dans le cancer du sein, les os, c'est vraiment l'endroit de prédilection. Donc il y a 60% des cas où les métastases sont dans les os. Mais ça peut être un peu n'importe où, en gros. C'est pas forcément ou pas du tout plus grave à un endroit qu'à un autre, en fait. Ça peut être dans des ganglions, dans les poumons, la peau, la plèvre, le foie. Bon, aujourd'hui, globalement, les traitements sont aussi efficaces, quel que soit l'endroit. Le seul problème, c'est le cerveau, parce que le traitement doit être différent. Parce qu'au niveau du cerveau, les médicaments, ils passent pas de la même façon. Donc en fait, s'il y a des lésions au niveau du cerveau, on est obligé de faire un traitement local, des rayons par exemple. Tous les cancers ne donnent pas des métastases au niveau cérébral, hein. Mais si on a, ça se traite par voie générale plus un traitement local. Et aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, ces traitements locaux. Voilà. Alors, problématique générale, les points difficiles à entendre. C'est le truc, c'est la diapo la plus dure de la session, je suis désolée. Après, ça sera moins dur.
Le diagnostic de métastases à distance, donc des métastases dans d'autres organes, globalement, aujourd'hui, c'est assorti à la notion de maladie chronique et incurable. Incurable, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas la soigner, ça veut dire qu'on ne sait pas la guérir. Curare, ça doit être ça en latin, c'est guérir. Donc on sait soigner, mais on ne sait pas guérir, c'est-à-dire éradiquer définitivement la maladie. Et donc dans beaucoup de cas, ça devient une sorte de maladie chronique où les gens vont avoir des traitements régulièrement en permanence. Et donc ça, c'est un truc qui est assez difficile à accepter, parce que si vous avez un cancer localisé, on dit voilà, on va le traiter comme ça, et dans tant d'années, le traitement est terminé, vous avez des grandes chances d'être guéri, etc. S'il y a des métastases, on va dire on va vous soigner, il y aura plein de traitements, mais on ne sait pas quand ça s'arrête. Et ça, c'est un truc, c'est super difficile, il faut intégrer cette notion-là. Deuxième truc, il peut y avoir les métastases, ça peut donner des symptômes. Donc vous allez voir qu'on va tout faire pour éviter que ça donne des symptômes. Parce que c'est une maladie chronique, c'est acceptable si on peut vivre correctement avec. Donc il faut absolument faire en sorte que les gens vivent correctement avec. Et donc il va y avoir des traitements au long cours et globalement aujourd'hui c'est pratiquement tout le temps. Il y a des médicaments à prendre presque tout le temps, plus ou moins lourds. Il faudra une surveillance permanente et ça c'est vraiment galère. En fait il va falloir tout le temps faire des prises de sang, on va être stressé à chaque prise de sang, des scanners, on va être stressé à chaque scanner. Et donc il faut accepter de suspendre sa vie à un certain nombre de choses. Donc en fait ça demande tout un travail psychologique pour s'habituer à ça. Et parfois c'est difficile parce qu'en fait on s'habitue, ça va bien, on se dit bon ok, et au bout d'un moment il y a une petite réévolution, on va changer de traitement, c'est pas grave, c'est juste que comme on a surveillé, on voit les changements avant qu'ils arrivent, mais il va falloir réaccepter que de nouveau on va changer, etc. Donc franchement c'est un peu minant. Donc il faut être outillé, entouré, préparé, aidé à faire un traitement au long cours et dans un contexte quand même un peu stressant. Et donc je pense que le soutien de la famille, des proches, c'est hyper important. Je pense que c'est un truc qu'on ne peut pas faire tout seul, ça se partage. Et je pense que l'aide médicale est très importante et l'aide psychologique aussi. Parce qu'en fait c'est un long combat, hein. C'est plutôt la guerre de 100 ans que les 7 jours. Voilà. Non, c'est vrai en plus. Pour moi aussi, hein, c'est ma guerre de 100 ans, j'espère vivre assez longtemps. L'évolution n'est pas toujours prévisible. On a beau être super balèze avec notre boule de cristal, franchement, on n'est pas toujours trop capable de dire si un traitement va marcher ou pas et combien de temps il va marcher. Donc il y a un côté un peu imprévisible qui est, voilà, c'est pas très facile, pas toujours facile à gérer. Et globalement, quelqu'un qui a un traitement qui va contrôler la maladie à très long terme, ça existe, mais c'est pas fréquent. Donc globalement, la plupart du temps, il va falloir changer le traitement de temps en temps, avec l'idée que de plus en plus, il y a des traitements alternatifs qui arrivent, etc. Donc ça, c'était les points difficiles. Il n'y a toujours pas de questions brûlantes. Il faut digérer d'abord. Alors, les points plus faciles à entendre, c'est 1, il y a beaucoup de traitements. Vous allez voir, je vous ai fait une sorte de catalogue de la Redoute. 2, les traitements sont quand même de mieux en mieux tolérés. Moi qui ai commencé à faire de l'oncologie en 1990, je peux vous dire, même si vous ne me croyez pas, que c'est quand même infiniment plus efficace et mieux toléré. Mais vraiment. Mais bon, évidemment, tout est relatif, hein. Troisièmement, l'espérance de vie en cas de métastase augmente régulièrement. Donc ça a énormément changé depuis 1990. À l'époque, avoir un cancer du sein avec des métastases, c'était gravissime, avec une espérance de vie vraiment courte. Aujourd'hui, on peut vivre très longtemps avec des métastases d'un cancer du sein. Et globalement, on a aussi fait beaucoup de progrès sur les traitements de support, et on s'est aperçu intelligemment que c'était très très utile. Donc tous les soins de support, c'est-à-dire évidemment tout ce qui est antalgique, support psychologique, faire en sorte que les zones ne s'abîment pas par exemple et qu'il n'y ait pas de douleur, si on a des lésions osseuses, il y a plein de choses pour ça et ça améliore bien la qualité de vie. Et dernier point, certaines personnes ont une maladie contrôlée, on appelle ça contrôlée, c'est-à-dire le cancer métastatique n'a plus donné de signe de vie depuis bien longtemps. Maintenant on a beaucoup de personnes qui prennent des traitements depuis 10 ou 15 ans, mais elles sont toujours sous traitement, c'est le problème. Et puis, c'est pas tout le monde. Voilà. On continue, ça va ?
Ok. Alors, les principes généraux du traitement, il va y avoir toujours 2 bases et les deux vont... On va essayer d'équilibrer les deux selon les décisions, les propositions médicales et les choix des personnes. Et votre avis va être souvent très important. Et il y a des personnes qui ont un avis très tranché. Par exemple, il y a des gens qui disent « Moi, il est hors de question que je perde mes cheveux, vous faites ce que vous voulez, mais je ne perds pas mes cheveux. » Ou « Moi, je veux continuer à travailler, ce genre de trucs. » Et il y a des personnes qui ont un avis moins tranché, on va dire. Et donc les deux, ça va être, il faut contrôler la maladie. Et on dit contrôler, parce qu'on ne dit pas guérir. Et contrôler, ça veut dire on l'empêche d'augmenter. Alors nous, augmentation, on appelle ça progression, c'est un mot un peu bizarre. Quand on dit qu'il y a une progression tumorale, c'est que la maladie augmente. Donc on veut soit que la maladie diminue réellement ou diminue à nos yeux, c'est-à-dire de ce qu'on est capable d'identifier, soit qu'elle soit stable à nos yeux. Parce que souvent, quand elle est stable à nos yeux, c'est qu'elle diminue quand même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand il y a une lésion, par exemple au niveau osseux, s'il y a une métastase, on voit une image, elle va mettre des années avant de se résorber ou disparaître, alors que les cellules dedans sont parties. Donc en fait, on ne va pas dire que ça a diminué, mais on sait que ça a diminué quand même. Donc la stabilité, c'est-à-dire si les lésions sont stables, ne bougent pas, à long terme, ça a exactement la même signification. Donc ça, c'est un truc aussi, c'est pas toujours évident, parce qu'on dit, voilà, vous avez une lésion dans le poumon qui fait 20 mm, et un an plus tard, ça fait toujours 20 mm. Et là, vous dites, mais c'est quoi votre traitement ? Ben, nous, on est contents parce que la maladie est parfaitement contrôlée et qu'en fait, à long terme, que ça soit passé à 3 mm ou resté à 20 mm, c'est la même chose. Du moment que c'est contrôlé, ce qu'on voit, c'est une sorte de cicatrice, en fait. Et donc, on va évaluer régulièrement en examinant les gens, en leur posant des questions sur leurs symptômes. On va faire des scanners, PET scan ou des IRM, et puis les prises de sang qui peuvent nous aider. Alors, le CA15-3, c'est un peu merdique pour parler poliment. Et donc pour ceux qui connaissent le CA15-3, c'est un marqueur qui s'élève en cas de métastase de cancer du sein que dans 60% des cas. Donc il y a plein de cas où il ne s'élève pas. Quand il s'élève, ça peut être pour autre chose. Mais quand il est vraiment élevé, on peut s'en servir pour vérifier comment va la maladie. Après, par exemple, si on commence un traitement qui est très efficace, au bout d'un mois, le marqueur CA15-3 il va augmenter parce qu'il y a pas mal de cellules qui relarguent le marqueur dans la circulation. Et du coup, c'est super stressant. Il augmente alors que ça va mieux. Mais si ça va moins bien, il augmente aussi. Donc en fait, le CA15-3, il faut faire attention. En plus, ça fait ça, si vous avez un rhume, machin. Donc et ça c'est souvent la cause de stress la plus importante que je connaisse, c'est le marqueur parce qu'on a tendance à se focaliser dessus. Donc il faut prendre un peu de recul avec ça. Et les prises de sang aussi, parce que voilà. Et par contre dans les prises de sang il peut y avoir des trucs très bas, par exemple les globules blancs peuvent être bas sans que ça ait aucune conséquence. Ça veut juste dire qu'on prend un traitement qui les fait baisser, c'est pas du tout grave et c'est pas lié au cancer. Donc les prises de sang c'est un peu... Donc il y a intérêt à voir ensemble les prises de sang pour pas trop stresser. Deuxième truc, donc à part contrôler la maladie, on veut contrôler les symptômes qui sont liés à la maladie et donc la qualité de vie. Moins on aura de symptômes, plus on vivra normalement et plus on pensera à autre chose. Et donc on va essayer de prévenir les complications. Par exemple, s'il y a des choses dans une vertèbre, on va mettre du ciment, enfin pas du ciment Lafarge, du ciment médical dedans pour que la vertèbre ne s'abîme pas. On va donner des médicaments par voie générale qui consolident les os. On va vous orienter sur certains soins de support, de la kiné, des choses, et des fois on fera un traitement local ou des rayons focalisés pour qu'il n'y ait pas de complications. Donc ça va être tout le temps une balance entre les deux, selon les besoins bien sûr. Et donc la base du traitement, je vous ai dit, ça va être un traitement par voie générale, parce qu'on veut traiter toutes les cellules, qu'on les voit ou qu'on les voit pas, parce qu'on sait qu'en fait c'est très important de traiter aussi ce qu'on voit pas. Et donc on va traiter selon le type de cancer, c'est un cancer du sein et sa biologie. Donc la biologie, c'est les récepteurs hormonaux, le HER2, quel que soit l'organe. Et donc des fois c'est un truc que les gens comprennent pas toujours. Et donc par exemple, un cancer du sein qui a fait des métastases dans le poumon, ça se traite comme un cancer du sein et pas du tout comme un cancer du poumon. Les traitements de cancer du poumon, ça marche pas du tout. Et pareil pour le foie, pareil. Donc on va toujours le traiter comme le cancer, alors là en l'occurrence comme un cancer du sein, mais plus exactement comme un cancer du sein avec une biologie particulière. Donc ça c'est souvent une question qui revient. Et donc on va avoir 3 types en gros de cancer du sein. On va avoir soit les cancers du sein qui sont HER2 positifs.
On en avait parlé à un moment. HER2 positif, c'est 15 à 20% des cancers du sein avec des métastases. Et ça veut dire qu'il y a un gène qui est amplifié. C'est ça qui a causé le cancer, en fait. On ne sait pas pourquoi c'est arrivé, mais c'est ça qui l'a causé. Et il y a une protéine qui est surexprimée à la surface des cellules tumorales, qui est HER2. Et en gros, le moteur principal, le gros moteur de ces cancers, c'est cette protéine HER2. Et tout au long du traitement du cancer, il va falloir donner un traitement ciblé sur HER2. Et donc ça, c'est à la fois la force et la faiblesse de ce cancer, et c'est comme ça qu'on essaie en permanence de le traiter. On va y revenir. Deuxième catégorie, c'est le plus fréquent, 60% des cas, des cancers du sein qui ne sont pas HER2 positifs, mais qui sont positifs pour le récepteur aux œstrogènes, donc qui sont ce qu'on appelle hormonodépendants. Et là, le moteur principal, c'est l'activation, on appelle ça les voies. Donc dans les cellules tumorales, en fait, les cellules sont assez dépendantes des hormones. Et là, on sait qu'en ciblant ça, on a une grande capacité d'efficacité tumorale. Donc c'est souvent un truc qu'on va cibler. Et si ça ne marche plus, on a d'autres traitements. Et le troisième, c'est les cancers du sein, ce qu'on appelle triple négatif. Donc triple négatif, c'est-à-dire qu'ils sont négatifs pour HER2, négatifs pour le récepteur aux oestrogènes et à la progestérone. Les cancers du sein triple négatif, donc le triple négatif, c'est juste un mot de caractérisation. C'est toute une entité un peu compliquée. Ils ne sont vraiment pas tous pareils. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas un moteur unique, contrairement aux autres. Donc c'est beaucoup plus compliqué de les traiter. Et il y a différents moteurs possibles. Il y en a qui sont très proliférants, donc on va beaucoup traiter là-dessus. Il y en a qui ont de la réparation de l'ADN anormale, chez des gens qui ont une mutation du gène BRCA1 par exemple, ou d'autres trucs. Et donc là, les moteurs, c'est plus compliqué. On est encore en train de chercher des moteurs qu'on pourrait cibler mieux. On va y revenir. Ouais. Et donc, du coup, pour ces cancers du sein, la HER2+, on va tout le temps donner en gros de la chimio avec des traitements anti-HER2, qui sont des anticorps monoclonaux, c'est de l'immunothérapie. Ce qui ne va pas être du tout la même chose que pour ces cancers-là, où on va donner hormonothérapie avec traitement ciblé, c'est la base. Et on fait de la chimio seulement si ça ne marche pas ou si ça ne marche plus. Et donc là, on a beaucoup de traitements super efficaces. Et pour la troisième catégorie, la base, c'est la chimio. On utilise beaucoup de chimio pour les cancers triple négatifs, mais on va voir, il y a des voies en cours de développement. Il y a 2-3 médicaments qui vont arriver très prochainement pour ces cancers-là. Et donc, comment les médecins réfléchissent-ils quand ils réfléchissent? Si, ça nous arrive. Donc pour vous proposer un traitement, on va d'abord regarder les caractéristiques du cancer. Bon, c'est un cancer du sein. Est-ce qu'il est dans quelle catégorie il est? Très important, parce que vous voyez, les choix vont être complètement différents. Et donc ça implique que le cancer soit sensible à certains traitements ou d'autres. Et ensuite, on va choisir en fonction de ce qu'on appelle evidence-based, les traitements basés par les preuves. C'est-à-dire quel est le traitement dans cette situation pour lequel on a le meilleur niveau de preuve d'efficacité. Et donc le niveau de preuve, ça veut dire qu'on a plein d'études qui ont montré que ce traitement-là était plus efficace que les autres. Et donc après, c'est compliqué, parce qu'il y a plein de traitements, donc ça fait des algorithmes compliqués. Mais globalement, on a une sorte d'ordre tacite des médicaments qui ont fait plus de preuves que les autres. Et donc, à partir d'une liste de traitements potentiellement efficaces, il va falloir dire là, il faut choisir plutôt celui-là ou celui-là. Et donc, il y a un certain nombre de critères qui vont entrer en ligne de compte. La biologie personnelle. Chez chaque personne, aujourd'hui, on est en train d'essayer d'identifier certains gènes qui vont faire en sorte qu'on va, je vais vous montrer un ou deux, choisir un traitement plutôt qu'un autre. Très important, les traitements antérieurs. Chez quelqu'un qui a reçu certains traitements, on va choisir en fonction de ça. Et donc en particulier, une logique majeure qu'on va avoir, c'est que quand on a un traitement qui marche ou pas, si un jour il ne marche plus, que ça soit immédiat, ce qui est rare, ou plus à long terme, ça veut dire qu'il y a dans les cellules tumorales présentes, il y a quelques cellules qui se sont développées qui ont été capables de résister à ce traitement-là, ce qu'on appelle un clone résistant. Et du coup, c'est ce cancer-là qui est prévalent. Les cancers, ils changent au fur et à mesure. Et donc, quand on arrête le traitement et qu'il y a une résistance, c'est clair, ce traitement-là, il ne marche plus. On va mettre un autre traitement
Et on va choisir un traitement qui n'a pas du tout les mêmes mécanismes d'action que le précédent pour que la résistance à l'un ne s'applique pas à l'autre. Parce que les mécanismes de résistance sont très différents. Et en fait, l'autre traitement va marcher, mais au bout d'un moment, il ne va plus marcher. Quand il ne va plus marcher, c'est parce qu'il y a un nouveau clone qui va avoir pris le dessus, qui sera résistant au traitement numéro 2. Et là, au miracle, on peut faire 1, 2, 3 traitements comme ça. Au miracle, les cellules qui étaient résistantes au premier traitement, elles vont avoir disparu après, parce qu'à cause de la pression des traitements suivants, on a sélectionné des cellules qui étaient résistantes au deuxième ou au troisième traitement. Et donc dans un certain nombre de cas, on peut reprendre un traitement qu'on a déjà utilisé antérieurement. Donc on utilise ça quelquefois. Donc non seulement la logique personnelle du cancer chez une personne, mais la sensibilité au traitement antérieur qui fait que des fois on va les réutiliser. Et donc il y a des gens qui ont des contre-indications à certains traitements, on doit en tenir compte. Par exemple, selon s'il y a un problème cardiaque, ou les reins qui ne fonctionnent pas bien, ou le foie, on ne peut pas donner tous les traitements. Et le profil de tolérance. Il y a des gens qui ne tolèrent pas certains traitements, ça va faire partie des critères de choix, en gros. Donc ça va être quand même assez personnalisé. Et donc on va faire une proposition de traitement. Et l'idée, normalement, c'est jamais d'imposer. Dans cette situation, c'est pas toujours facile à accepter, mais on a souvent plusieurs solutions. On a souvent une solution numéro 1 et une ou deux solutions numéro 2, on va dire. Des fois, on a 3 solutions numéro 1 dont on ne sait pas laquelle est la meilleure parce que on sait que ça marche dans 70% des cas, 68 et 72. Mais chez vous, on n'est pas toujours capable de dire si c'est lequel va être le meilleur. Et donc souvent, on va vous demander quelles sont vos préférences. Est-ce que venir à l'hôpital, attendre 6 heures à l'hôpital le jour chaque semaine, vous préférez ou alors est-ce que vous aimez mieux prendre des comprimés à la maison, par exemple? Eh bien, il y a des gens qui préfèrent venir à l'hôpital. Ce genre de choses, ou les cheveux, ou si je veux travailler, ou certains médicaments qui ne sont pas trop compatibles avec le soleil. Il y a des gens pour qui ça compte beaucoup. Enfin, chacun a ses raisons assez personnelles. Il y a des gens qui aiment bien venir à l'hôpital de jour, je jure, parce qu'ils se sentent super encadrés et ils ont peur d'être tout seuls chez eux. Voilà. Donc dans les chimios, on ne va pas faire le catalogue, mais il y a plein de chimios possibles. C'est pas un truc qui évolue beaucoup, hein. Les chimios, on n'est pas en train d'inventer beaucoup de nouvelles chimios. C'est quand même un traitement un peu plus ancien, on va dire. Par contre, il y a une nouvelle génération. Et la nouvelle génération, c'est des chimios plus intelligentes. C'est-à-dire que c'est des chimios qui sont couplés à un anticorps. Alors, je vais vous montrer un exemple après. L'exemple, c'est le Kadcyla, qui existe déjà. C'était le premier au monde. Pour le cancer du sein HER2+, c'est un anticorps. Donc ça imite les anticorps naturels. On l'injecte par voie veineuse. Ça va dans le sang et ça va reconnaître des cellules qui expriment un antigène spécifique à leur surface. Et donc les cellules cancéreuses, elles ont des antigènes un peu particuliers qui sont beaucoup moins exprimés sur les autres cellules. Typiquement, le HER2, c'est le cas, mais il y a d'autres. Et donc le truc intelligent, c'est que l'anticorps, vous lui associez une chimio qui est collée à lui, une petite quantité de chimio. Cette chimio-là, elle n'est pas toxique par voie générale. Par contre, quand l'anticorps se fixe à une cellule où il a reconnu qu'il y avait l'antigène qui lui correspond, dans ce cas-là, la chimio va rentrer à l'intérieur de la cellule et faire un effet juste dans les cellules cancéreuses, en gros. Et donc, c'est un truc assez génial. Dans le HER2 avec le Kadcyla, ça marche franchement bien. Et du coup, c'est une chimio qui est beaucoup, beaucoup mieux tolérée. Ça a très peu d'effets secondaires de chimio. Et bon, bref. Et donc là, il y a tout un tas, il y a une 50aine de médicaments comme ça qui sont en développement très rapide. Il y en a plusieurs qui vont arriver dans les 2 ans qui viennent sur le marché. C'est en explosion, on va dire ça comme ça. Et donc c'est des anticorps avec de la chimio. Ce qui permet ça permet de réutiliser certaines chimios qui étaient super efficaces mais très mal tolérées de façon plus intelligente. Donc ça, c'est une voie d'avenir. Bon, c'est pas encore pour tout le monde, hein, mais ça va venir. Dans les anti-HER2, voilà ce qu'on a. L'Herceptine. Donc il y a un biosimilaire de l'Herceptine maintenant. Depuis 7 semaines, on n'utilise plus l'Herceptine en intraveineux, on a un biosimilaire. Si vous le souhaitez, on en reparlera après. C'est-à-dire c'est comme un générique, mais pour les anticorps monoclonaux. C'est le labo Biogarant qui a fabriqué un analogue de l'Herceptine qui est très identique. Tyver par voie orale, on ne l'utilise plus beaucoup. Ça, c'est des traitements
intraveineux, Perjeta, Kadcyla, puis il y en a pas mal en cours de développement aussi. Ça, c'est ce qui existe actuellement. Et puis, dans les hormonothérapies, on en a déjà parlé à une autre session, il y a les anti-aromatases, on ne va pas rentrer dans les détails, le tamoxifène, le Faslodex, et puis des médicaments qui arrêtent les ovaires. Et là, il y a plein de médicaments qui sont la deuxième génération de celui-là qui sont en développement aussi. Et ils sont pas encore, il y en a plein qui sont en cours d'essai thérapeutique. Et donc, on associe l'hormonothérapie maintenant à un traitement ciblé. Donc, on en a 2 qui sont disponibles, soit l'Afinitor, ça depuis 2012, soit Librance depuis 2018. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent. Là, ce week-end, c'est le gros congrès européen. Il y a un autre médicament qui s'appelle l'Alpelisib, qui a une étude très positive. Ils vont demander une autorisation de mise sur le marché. Il est dirigé contre une autre protéine et ça marche dans certains sous-types de cancers très particuliers. Donc il y a quand même pas mal de choses qui bougent. Voilà. Ok, donc ça c'était ce qui existe actuellement. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui existe actuellement? Ouais. Quand on échappe à un médicament, c'est pas forcément à cause des clonazistants. Si on a de l'anticorps Herceptine, ça peut être des anticorps anti-Herceptine qui se développent dans notre organisme. Ça c'est très 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 rare. Ouais. On échappe à un médicament, vous avez toute la terminologie. Hein. Ouais. Non, c'est très rare. C'est un mécanisme qui a été décrit, mais c'est vraiment un truc très très rare. Ouais. Qu'on fabrique soi-même des anticorps anti-Herceptine. Ouais. C'est une possibilité. Ouais. Le mécanisme essentiel, il y a plein de mécanismes possibles d'échappement à l'Herceptine qui sont d'autres. C'est-à-dire que la cellule change et elle fabrique des... Elle acquiert d'autres anomalies qui font qu'il faut associer un autre médicament à l'Herceptine pour que ça marche. Ouais. Ouais. L'anticorps anti-Herceptine, c'est vraiment un truc rare. Ouais. Oui, mais on a découvert par hasard, lors d'un scanner au moins 3 métastases après 1 an et demi d'hormonothérapie sous Femara. Et donc on a mis sous Faslodex, Librance, Xgeva. Combien de temps faut-il pour savoir si ça réussit, si ça fait effet ou pas? Alors ça dépend si le marqueur était élevé et s'il y avait des images qui vont évoluer. Donc en général, on refait un contrôle après 2 mois à peu près et on regarde déjà si ça bouge pas. Si ça bouge pas, c'est déjà bien et le marqueur baisse s'il était élevé. Si c'est que des lésions osseuses, comme on disait tout à l'heure, on va pas les voir diminuer. Donc on va juste vérifier qu'elles n'augmentent pas. J'en avais une qui était en train de manger une vertèbre, donc j'ai eu une cimentoplastie, c'est ça? Oui. Et puis les 2 autres sont sur le sternum et la côte. Donc, il va falloir les surveiller en IRM ou en PET scan. Alors l'intérêt du PET scanner... Oui, j'ai déjà des rendez-vous jusqu'au mois de décembre. L'intérêt du PET scanner, c'est que ça apporte... et souvent on l'utilise parce que l'IRM, le scanner, l'écho, machin, c'est ce qu'on appelle la morphologie. C'est-à-dire on voit s'il y a une boule et quelle est sa taille, en gros. Le PET scanner, c'est aussi un truc où ça regarde l'activité des cellules cancéreuses. Donc le PET scanner, on injecte un produit qui est du glucose radioactif. Et donc, en fait, le glucose radioactif, il va se fixer dans tous les endroits qui consomment beaucoup de glucose. Donc le cerveau, par exemple. Mais typiquement, quand il y a une métastase ou une zone très inflammatoire, on va avoir beaucoup d'absorption du glucose. Donc ça va être tout jaune sur le PET scanner. Et si le cancer va mieux, on va avoir une baisse de l'activité. Donc souvent, quand on fait un PET scan, s'il y a des métastases osseuses, on va voir leur activité diminuer. Ou pareil, à la scintigraphie osseuse, ça donne un peu les mêmes infos. Mais il faut quand même un certain temps, hein. C'est pas immédiat. Ouais. Parce que le marqueur, on m'a découvert donc ces métastases 15 jours après le contrôle et le marqueur était à 30. Ouais, donc il n'est pas utilisable. Ouais. Voilà. Et avant que je commence mes traitements, il était tombé à 20. Ouais, donc 30, il n'est pas élevé, quoi. Ça sert à rien. Ouais. Ça sert à pas à grand chose de le suivre. Hein. Il n'est pas fiable. Ça arrive à 40% des cas, il n'est pas fiable. Ouais. Quand on trouve moi j'appelle ça une métastase qui s'est fixée, non, elle est fixante. Fixante, ça veut dire qu'on la voit sur le PET scanner ou la scintille peut-être, c'est ça? Ouais. Mon dernier PET scan. Oui, c'est ça fixe le produit. Mais elle est pas... Non, mais j'en avais qui étaient fixés sur le sternum et les autres qui étaient stabilisés. Donc moi j'appelle ça fixé parce que
disons que apparemment, enfin moi je l'appelle comme ça parce que je crois que celles-ci, on ne peut pas les stabiliser. C'est ça, elles sont en évolution. Non, c'est pas ça. Non. Fixer, ça veut rien dire, il y a un problème de... Ça doit être fixante, mais là je peux pas vous aider. Ouais, je peux pas vous aider, il faut demander à votre oncologue. Ouais. Ma question c'était quand est-ce qu'on met du ciment, justement. Du ciment, c'est quand c'est un endroit qui risquerait de se casser et il faut empêcher que ça se casse. Dans le sternum, on ne met pas de ciment en général. Ouais. C'est soit dans des vertèbres, soit dans des os longs parfois, le fémur, etc. Soit dans le bassin. Ouais. J'en ai beaucoup dans le bassin, mais jusqu'à présent. En fait, c'est si on considère qu'il y a un risque de fracture. Donc on n'en met pas très souvent quand même, hein. C'est de temps en temps. Merci. Ouais. Une question juste pour la compréhension. Encore, on peut faire un cancer métastasique et un cancer non métastasique, par exemple pour le foie. Quelle est la différence et une modalité d'action dans les deux cas? Par exemple, au foie, oui. C'est-à-dire si vous avez un cancer du foie, qui est un cancer du foie, un hépatocarcinome. Par rapport à, par exemple, un cancer du foie métastasique lié au sein. Alors, un cancer du non, c'est un cancer du sein qui aurait des métastases dans le foie. Donc, si quelqu'un a eu un cancer du sein et qu'il a une lésion du foie, si la personne a plein de lésions partout, le marqueur élevé, etc., le diagnostic peut être assez évident, mais sinon, dans la plupart des cas, on essaie de faire une biopsie pour vérifier quelle est la nature. Si on a le temps, si c'est faisable, etc. Donc, typiquement, on va faire une biopsie du foie ou de l'endroit où il y a une métastase pour vérifier quelle est on va y revenir après, quelle est la nature du cancer. Et c'est très différent, un cancer du foie d'une métastase du cancer du sein, ça ne se ressemble pas du tout. Donc, et ça ne se traite pas du tout de la même façon. Et il vaut mieux avoir une métastase du cancer du sein. Oui, un hépatocarcinome, ça survient chez des gens qui ont une cirrhose ou une hépatite chronique, des trucs comme ça. C'est pas du tout là. Mais pareil pour les autres organes. Ouais. Mais je fais ça, les cancers familiaux, enfin les cancers du sein, Ouais. ça rentre dans le groupe des HER2 Non, en général, ils sont plutôt récepteurs hormonopositifs ou triple négatifs. Ils sont plutôt dans les deux catégories de droite. Ouais. Donc BRCA1, c'est plutôt triple négatif, BRCA2, c'est plutôt récepteur hormonopositif. Et les autres gènes, c'est un peu des deux, on va dire. Sauf certains syndromes très 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 rares. Pas d'autres. Ouais. Dans les traitements que vous avez évoqués juste avant, est-ce qu'ils englobent également les cancers justement triple négatifs? Parce que j'ai pu comprendre. Donc dans les cancers triple négatifs, les seules possibilités en standard pour l'instant, c'est vraiment dans les traitements de chimiothérapie. Et plus des médicaments en développement, on va y revenir tout à l'heure. Certains médicaments qui ciblent la réparation de l'ADN, qui ont l'air intéressants. Certaines immunothérapies. Donc là, il y a 2 médicaments d'immunothérapie, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, qui vont avoir une autorisation de mise sur le marché bientôt. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc pour l'instant, on n'est vraiment que sur la chimiothérapie avant tout. C'est les traitements les plus efficaces. Ouais. Et donc anti-inhibiteurs de PARP qui vont arriver très bientôt quand il y a une mutation BRCA1 et des immunothérapies. Et puis une autre catégorie, mais qui est plus en amont dans son développement. Même. Et il y a des médicaments comme ça en cours de développement, par exemple pour les triples négatifs. Mais effectivement, on est avant tout sur la chimio parce que les autres traitements ne marchent pas. Ouais. Anti-HER2, ça ne marche pas du tout, ça c'est sûr. Et l'hormonothérapie non plus. Ouais. Donc du coup, c'est moins marrant parce qu'on est plus sur que des chimiothérapies pour l'instant. On n'avait pas d'autres questions? Non. Alors, juste pour parler des immunothérapies, pour l'instant, dans le cancer du sein, ça n'a pas été tellement génial, mais il commence, donc on va avoir les premiers résultats dans les cancers triple négatifs. Dans les autres cancers du sein, je sais que vous entendez beaucoup parler d'immunothérapie, mais pour l'instant, ça marchait vraiment pas terriblement. En tout cas, les immunothérapies qui sont là, celles dont on parle sans arrêt dans les médias, qui sont assez efficaces sur le mélanome, les cancers du poumon, qui étaient avant des maladies pratiquement orphelines, les cancers de la vessie, etc. Donc ces médicaments-là, c'est ceux dont je parlais qui vont arriver dans les cancers triple négatifs. Dans les autres cancers du sein, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, on va dire. Par contre, dans les cancers HER2, ça fait longtemps qu'on utilise des anticorps Herceptine, pertuzumab,
Kadcyla, etc. C'est des anticorps, donc c'est de l'immunothérapie. Ça marche en partie en ayant une action sur la cellule directe et en partie via l'immunité qui va reconnaître l'anticorps et détruire la cellule. Et les anticorps conjugués, c'est ce que je vous disais, c'est des anticorps avec de la chimio. Donc ça rentre aussi un peu dans le cadre de l'immunothérapie, c'est entre les deux. Donc le Kadcyla dont je vous parlais, c'est ce médicament en fait, qui est de l'Herceptine, qui est couplé avec du DM1, ça s'appelle TDM1, qui est une chimiothérapie. Et donc, à la surface des cellules cancéreuses, il y a notre protéine HER2, et le TDM1 il va s'associer là, c'est un anticorps, et reconnaît cet antigène qui est notre protéine HER2, et en fait ça va être internalisé, et le DM1, la chimio, va rentrer dans les cellules et tuer les cellules cancéreuses. C'est comme ça que ça marche, et donc c'est comme ça qu'il y a plein de médicaments sur le même modèle qui sont en train d'être développés. Et en même temps, il y a la partie immunologique qui marche, c'est-à-dire qu'à la fois c'est de la chimio, et à la fois ça fait venir, comme il y a cet anticorps qui est couplé à un antigène, c'est un truc normal, le corps humain, il se dit « oh là là, il y a un truc qui ne va pas », il envoie une cellule immunitaire qui va détruire l'ensemble. Les deux marchent un peu en complément. Alors deuxième truc, donc les anti-PD, un PDL1, c'est ces médicaments dont on parle tout le temps actuellement. Comment ça marche? En fait, un cancer, pour qu'il se développe, il faut que l'immunité ne le reconnaisse pas. Et donc les cancers, ils arrivent à faire en sorte... Parce que sinon, si vous avez une cellule anormale, votre système immunitaire la détruit. Vous savez qu'on fabrique tous des dizaines de milliers de cellules anormales qui pourraient être cancéreuses chaque jour, et qu'en fait, on les détruit. Et donc les cellules cancéreuses, celles qui arrivent à survivre, c'est celles que le système immunitaire ne reconnaît pas. Et donc en fait, il y a des choses que cette cellule fabrique ou empêche de fabriquer, selon les cas, qui font que la cellule de l'immunité ne va pas la reconnaître. Et en particulier, normalement, il y a un certain nombre de molécules qui sont capables de s'associer, qui n'arrivent pas à s'associer correctement. Et il y a d'autres molécules que fabrique la cellule tumorale, par exemple ce PDL1, qui sont au contraire des molécules qui empêchent l'action de l'immunité. Et donc si on a des cellules immunitaires qui expriment le PD1, ce qui est normal, et que la cellule cancéreuse a été assez intelligente pour fabriquer du PDL1, du coup ça va empêcher l'immunité. En gros, ça envoie un message à la cellule immunitaire en lui disant « non, non, moi c'est bon, tout va bien, j'ai pas besoin de toi ». Voilà. Et donc les médicaments qui ont été développés, en fait ils empêchent l'action, ils se fixent là ou là, pour empêcher les cellules de l'immunité de ne pas reconnaître la cellule cancéreuse, et que pour que de nouveau l'immunité tue les cellules cancéreuses. Donc on ne voit rien. Les anti-PD1, c'est le pembrolizumab ou le nivolumab, qui sont déjà commercialisés pour les cancers du poumon par exemple. Et PDL1, il y a atezolizumab, c'est un de ceux qui va arriver, durvalumab ou avelumab, enfin peu importe. Donc ils inhibent soit là, ce qui revient globalement au même. Et donc ça augmente l'immunité. Le problème de ces médicaments, c'est que du coup, ça a tendance à augmenter les maladies auto-immunes. Parce que du coup, ça stimule l'immunité en général. Donc les effets secondaires, c'est pas du tout comme la chimio et tout. Les effets secondaires, c'est plutôt que ça peut générer ou révéler des maladies auto-immunes. Donc des maladies tubes digestifs, la thyroïde, peu importe. Donc dans le cancer du sein, pour l'instant, ça va être que les cancers triple négatifs pour lesquels ça a un intérêt. Deuxième approche, ce qu'on appelle la médecine de précision. C'est un truc dont vous entendez parler beaucoup. Médecine de précision ou médecine personnalisée, c'est l'idée que les cancers, ils changent tout le temps, surtout quand il y a des métastases. Comme je vous ai dit, selon les traitements, ils vont évoluer. Et l'idée, c'est qu'à un temps donné, si on est capable de savoir comment est le cancer, on va mieux le traiter. On va donner un traitement qui est plus adapté. Et donc c'est ça la médecine de précision. Donc idéalement, dans un monde idéal, quand quelqu'un développe des métastases, on ferait une biopsie et on regarde quels sont les biomarqueurs, donc les gènes anormaux et tout qui sont présents, et on prend une décision en fonction de ça. Le truc, c'est que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de gènes pour lesquels on a des traitements qui sont reconnus, efficaces, avec un bon niveau de preuve. Le truc le plus fréquent, c'est des mutations qui s'appellent du gène de la PI3 kinase. 30% des cas, c'est surtout dans les cancers récepteurs hormonaux positifs. Et pour l'instant, il n'y avait aucun traitement efficace pour cibler ça.
Et là, c'est ce que je vous disais, au Congrès européen, on va avoir la première démonstration d'un traitement efficace pour cibler celui-là. Donc ça va arriver bientôt. C'est un médicament qui s'appelle l'alpelisib. Sinon, sur les autres anomalies, vous voyez, le problème, c'est qu'il y a plein de petites anomalies possibles qui sont très personnelles selon les personnes, selon les cancers et les personnes. Et du coup, c'est très difficile d'avoir un niveau de preuve suffisant que ça a un vrai intérêt de donner tel traitement pour tel type de cancer. Donc c'est quelque chose qui avance, mais ça met du temps. Et donc en pratique, on fait un profil minimal actuellement, si on refait une biopsie, et puis on va demander, selon la situation, des trucs en complément. Donc le profil minimal, c'est les récepteurs aux oestrogènes et le HER2, et actuellement, il faut bien qu'on vérifie si on a recherché une mutation des gènes BRCA, parce qu'on a des traitements ciblés qui ne marchent que quand il y a une mutation chez les gens qui ont une prédisposition héréditaire avec une mutation BRCA1, BRCA2. Donc ces médicaments s'appellent des inhibiteurs de PARP. Ils sont en train d'arriver sur le marché, il y en a 2. Et le premier va être disponible en routine à partir du mois de novembre 2018. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment récent. Pour l'instant, ça ne marche que chez les gens qui ont un cancer du sein avec des métastases et qui ont ce genre de mutation. Donc c'est assez particulier. Voilà. C'est un peu compliqué, je suis désolée. Et alors ça, c'était pour vous donner un exemple de l'intérêt parfois de refaire une biopsie. Chez des femmes qui n'ont jamais reçu de médicaments qui s'appellent anti-aromatase, létrozole et tout ça, en fait, on trouve un certain nombre d'anomalies, donc toujours la PI3 kinase dont je vous parlais de temps en temps, dans le cancer, mais on trouve pratiquement jamais de mutation du gène du récepteur aux oestrogènes qui s'appelle ESR1. Alors que chez les femmes qui ont reçu, comme vous disiez tout à l'heure, une hormonothérapie et il y a une métastase qui se développe, dans ce cas-là, dans pas mal de cas, au moins 30%, le gène du récepteur aux oestrogènes est devenu muté. C'est comme ça que la cellule est devenue résistante. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on donne comme traitement? Du Faslodex, parce que ça marche quand le gène est muté, alors que les anti-aromatases ne marchent pas. Donc on commence à avoir quelques trucs. Le problème, c'est que s'il faut aller biopsier à chaque fois pour savoir quel est le gène altéré, etc., c'est embêtant. Et donc actuellement, on est en train de développer ce qu'on appelle des biopsies liquides, c'est-à-dire trouver les gènes du cancer dans le sang. Et donc ça, on le fait de plus en plus. On a l'étude Padawan, s'il y en a qui connaissent, où on surveille justement cette mutation du gène du récepteur aux oestrogènes dans le sang régulièrement. On a le programme Profil, où on essaie d'identifier dans le sang des anomalies moléculaires, parce qu'en fait, on ne va pas refaire des biopsies tout le temps. C'est douloureux, c'est lourd, etc. Et puis, si on fait une biopsie, on sait ce qui se passe à un endroit, pas forcément à l'autre, alors que dans le sang, il y a plus d'indications plus larges. Donc ça, c'est un truc qui est en train d'arriver aussi. Voilà. Et donc, dans les cancers HER2, actuellement, le traitement standard, en première intention, on donne la chimio, enfin plutôt du Taxol avec trastuzumab et pertuzumab. Après, on donne le Kadcyla, enfin bon, on ne va pas faire toutes les recettes de cuisine. Et après, d'autres traitements. Et il y en a d'autres qui sont en train d'arriver, comme je vous disais. Dans les cancers triple négatifs, on donne de la chimio et de la chimio. Et les perspectives actuellement, c'est donc, je vous disais, un certain nombre de traitements ciblés, surtout contre ça, qui sont en train d'arriver. Pour l'instant, c'est bof. Voilà. Restaurer la réponse immunitaire. Donc là, je vous ai dit, il y a 2 médicaments comme ça qui sont en train d'arriver, qui sont très très intéressants. Et cibler l'ADN. Et donc ça, c'est ces 2 médicaments qui sont également en train d'arriver, qui sont des inhibiteurs de PARP. Donc on commence à avoir plus de solutions dans un avenir proche, on va dire, que la chimio. Et là, ouais. Dans ce cas-là, cancer du sein triple négatif, en alternative à la chimiothérapie, l'immunothérapie, ça fonctionne sur combien de pourcents de patients? Alors pour l'instant, ça a été testé. Si on donne de l'immunothérapie toute seule, ça a été testé chez des personnes qui avaient déjà reçu plusieurs chimiothérapies. Ça marchait que, en gros, c'était très efficace. Il y avait une diminution de la maladie que dans 20% des cas. Et il y avait une stabilisation de la maladie dans 30%. Donc c'est pas énorme. Donc là, l'attitude actuelle, c'est de le donner plutôt en association avec la chimiothérapie et après donner le traitement en maintenance. Donc là, c'est ce qu'on fait dans l'étude Saphir 2, par exemple. Et il y a une autre étude, Impassion 131, où on fait ça.
Et donc il va y avoir une étude positive avec cette étude. Ça veut dire qu'on a chimiothérapie. On donne chimio et immuno au début, et puis après on continue qu'avec l'immuno. Ouais. Ah, d'accord. Et l'immuno, tu auras combien de temps? Tant qu'on veut. Ah oui. On peut la donner longtemps, ça dépend de la tolérance aussi. Oui. On peut la donner très longtemps éventuellement. Il y a des gens qui tolèrent très bien. Le problème, c'est cette histoire de maladie auto-immune. Ouais. Il y a 20% des gens qui développent un problème auto-immun qui fait qu'on est obligé de l'arrêter ou d'interrompre, des trucs comme ça. Ouais. Bon. Dans d'autres pathologies, on sait qu'on peut donner très longtemps et qu'il y a des gens qui vont bien à très long terme. On espère que ça va être pareil, mais pour l'instant, on n'a pas encore de grosses démonstrations là-dessus. Hein. Dans les mélanomes, vous savez, avant, un mélanome avec des métastases, c'était une maladie dramatique. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont bien à très long terme ou dans des cancers du poumon, pareil. Ouais. 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 30% des femmes qui avaient un cancer métastatique qui ont reçu une anti-aromatase. Ouais. Ah non, c'est pas en adjuvant, ouais. C'est en métastatique. Ouais. En adjuvant, on ne sait pas encore. Non, il y a beaucoup moins. Non. En adjuvant, on ne sait pas encore. Ouais. Non, non. Non, on n'a pas l'information, à vrai dire. C'est pas pour. On ne sait pas. Ouais. Je voulais savoir, mais Librance, c'est considéré comme une chimie? Librance, non, c'est une thérapie ciblée en fait. Ça pourrait ressembler quelque part à de la chimio. Donc c'est une thérapie ciblée qui cible la prolifération cellulaire. Ça cible une protéine sur le cycle cellulaire. Ça a des caractéristiques qui ressemblent à de la chimio, parce que la chimio, ça cible aussi la prolifération, mais la chimio, c'est pas un traitement ciblé. Ouais. Ça ressemble un peu. Après, chimio aussi, c'est un terme assez générique. Hein. Chimio, en gros, c'est un traitement qui empêche les cellules de se diviser. Et donc, le problème de la chimio, c'est que c'est vraiment, ça ne cible pas le cancer par rapport aux cellules pas cancéreuses, quoi, à part que le cancer se divise plus, sinon. Donc, l'intérêt des traitements ciblés, normalement, c'est que c'est vraiment plus spécifique de cellules qui ont l'anomalie. Après, c'est pas parfait. Hein, mais... Et... Ouais. Sur le point précédent, je sors de Safia numéro 2, donc moi je pense que quand vous parlez inhibiteur de PARP et vous dites que ça va venir bientôt, c'est-à-dire pas bientôt, ça va venir sur le marché, ça va venir en essai. Inhibiteur de PARP, en fait, il y a olaparib et talazoparib. Pour l'instant, il y a 2 grands essais, des études cliniques qui ont démontré que ça marchait chez les femmes qui ont une mutation BRCA1, BRCA2. Et donc il y a une autorisation de mise sur le marché qui est en cours pour les 2. Elle est déjà aux États-Unis. Et le médicament qui s'appelle le talazoparib, il va être disponible à partir de novembre en autorisation d'utilisation en France. On pourra le prescrire. Ouais. Mais pour l'instant, c'est que chez les personnes dont le cancer a une mutation BRCA1 ou BRCA2. Alors, il y a des études où on regarde ce que ça donne, mais pas tout seul, avec d'autres médicaments. Par exemple, là, on a l'étude violette. Dans l'étude violette, on donne l'olaparib avec un autre médicament. Et là, ça a l'air de marcher même chez des personnes qui n'ont pas de mutation BRCA1, BRCA2. Et là, ouais, ça, c'est en cours. Après, il y a plein d'études où on combine ça, plus ça, plus ça. On essaie de trouver les meilleures combinaisons. Parce qu'en fait, globalement, le problème de ces cancers triple négatifs, c'est qu'on leur donne un seul traitement, ils sont super intelligents, ils échappent, c'est votre mot, ils sont capables de développer des résistances assez rapidement. Alors qu'en donnant 2 médicaments qui ont des mécanismes d'action complètement différents, dans certains cas, on a l'impression que globalement, on est plus efficace. Par exemple, pour l'hormonothérapie, depuis qu'on donne une hormonothérapie avec un traitement ciblé, ça a l'air beaucoup plus efficace. On est dans un monde évolutif. Hein. Ouais. En Allemagne, il y a des vaccins, et pas en France. C'est que ça marche pas. Tout ce qui marche, on l'a. Ouais. Le truc de il y en a ailleurs, nous on l'a pas. Non, il y a quelques médicaments qu'on n'a pas en France qui existent ailleurs, mais parce qu'il y a l'équivalent. Ouais. Donc globalement, pour l'instant, mais touchons du bois,
globalement, on a toujours eu accès à tous les médicaments vraiment efficaces par rapport à d'autres pays. Hein. Par rapport au Royaume-Uni, n'en parlons pas. Mais après, voilà, tous ces médicaments, ça coûte une fortune. Hein, c'est un vrai problème. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Et donc, en termes de vaccin antitumoral, pour l'instant, dans le cancer du sein, il n'y a rien qui marche. À un moment, il y en avait un anti-HER2 qui était développé par l'armée américaine. Et il avait l'air génial, mais finalement, il a fait flop. Ça n'a pas marché. Ouais. Et donc, les autres, voilà. Nous, on travaille avec Pasteur. Ils ont développé un vaccin qui a l'air intéressant, mais je pense que ça va être plutôt sur de la prévention. Parce qu'en thérapeutique, bof. C'est une voie intéressante, mais je pense que pour traiter un cancer avec des métastases, ça ne va pas être très utile. C'est plutôt pour en prévention dans le futur. Donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir à d'autres choses. Ouais. L'immunothérapie va être remboursée bientôt en France pour le cancer du sein Alors, entre le moment où il y a une autorisation où il y a un essai clinique, ensuite il faut qu'il demande l'autorisation de mise sur le marché. Actuellement en France, il faut à peu près 18 à 20 mois entre l'autorisation de mise sur le marché et le remboursement. C'est assez difficile, je dois dire. Par exemple, pour le palbociclib, on a mis 22 mois, je crois. C'est énorme. Donc on était dans les derniers pays à avoir le remboursement. Alors après, nous, on se débrouille. On a des essais cliniques. Par exemple, on a l'étude Padawan où on aura inclus 1000 personnes en France. Ça permet d'avoir le médicament avant qu'il soit commercialisé. Où on a l'autorisation temporaire d'utilisation pour la talazoparib, ça permet de l'avoir sans la sécu, quoi. Mais bon, c'est un vrai problème. Et donc nous, cancérologues, on n'a pas du tout le droit de râler là-dessus. Moi, je ne vais pas aller à la télé dire parce qu'on va dire que j'ai des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique et je serai morte en moins d'une semaine. Non, mais vraiment, parce que moi j'ai des liens d'intérêt parce que quand on fait de la recherche clinique, les laboratoires, ils nous donnent de l'argent pour payer des ARC qui remplissent les formulaires, machin. Ça va à l'hôpital, mais c'est moi qui ai un lien d'intérêt. Parce que c'est mon nom et que même si c'est l'hôpital et que je ne gagne pas 1 euro pour moi. Voilà. Donc là, on ne peut pas du tout dire ça. Voilà. Donc bon, moi, je pense que c'est plutôt la place des associations de patients, etc. Et ce n'est pas que en oncologie. Pour tous les médicaments, c'est pareil. La NSM, ils mettent longtemps à autoriser le remboursement. Donc je pense que pour l'instant, on a accès à tous les médicaments. Voilà, le problème, c'est ça, le temps est un peu long. Mais on a d'autres mécanismes pour essayer de les avoir. Ok, bah là, j'ai rien mis. Oui, on passe directement à la décision partagée. Dans les cancers luminaux, on a dit un peu, la base, c'est l'hormonothérapie avec des traitements ciblés, dont le palbociclib, l'éverolimus qui est un peu plus ancien, l'alpelisib qui est un nouveau qui va probablement arriver, et puis d'autres médicaments en développement. Ouais. Alors après, j'avais mis un petit truc sur la décision partagée, je trouvais que c'était important, parce qu'on est censé faire de la décision partagée en permanence. Après, ça ne peut pas être toujours votre vécu, mais voilà. Ça veut dire quoi la décision partagée? Ça veut dire que dans une maladie aussi grave, ce n'est pas le docteur qui décide, ou l'hôpital, ou un groupe de médecins, c'est les médecins qui connaissent pas mal le truc, qui font des propositions et qui discutent avec les personnes pour choisir la meilleure option pour la personne. C'est-à-dire qui donnent à ces personnes suffisamment de connaissances de leur maladie, d'eux-mêmes, et de pourquoi et quel est le bénéfice et les inconvénients pour que les personnes soient capables de choisir. Et je pense que c'est vraiment important. Alors, il y a un côté très rationnel, mais je pense que prendre une décision à laquelle on adhère, c'est-à-dire qu'on est d'accord avec le traitement, qu'on pense que ça va vous faire du bien, c'est toujours, à mon avis, le traitement marche mieux, on le tolère mieux si on sent que ce traitement est bien pour vous. Parce que si on subit un truc à contre-cœur, je pense qu'on va avoir beaucoup plus d'effets secondaires, mais ça c'est même démontré, et qu'on ne sera jamais bien dans le traitement et que probablement il a des chances de moins bien marcher, ça c'est moi qui le dis. Et donc en fait il faut bien identifier la situation médicale. Le médecin est censé recueillir les souhaits du patient, ça c'est le truc normal. Ensuite il y a une discussion pluridisciplinaire où on est censé tenir compte des souhaits du patient si on les connaît avant. Donc on dit, voilà, on discute, on dit ah oui mais madame Martin elle refuse de perdre ses cheveux. Donc on va faire des propositions, mais nous néanmoins en pluridisciplinaire on va toujours dire le traitement standard ça serait ça, mais on peut faire ça, voilà.
Et puis, on va on va utiliser, nous, des algorithmes décisionnels. Donc, avec les modes de décision que je vous ai expliqués tout à l'heure, en gros, c'est ça. Donc, la médecine basée sur les preuves, il faut avoir accès aux médicaments. On peut toujours dire, moi, je voudrais donner à Madame X de l'olaparib, mais si j'ai pas accès, je peux pas le donner. Les standards, les options, les aspects légaux également. Et donc, on va faire des propositions médicales. Et la personne doit être informée. Donc, on doit vous informer sur les bénéfices attendus, comment c'est efficace, dans combien de temps, chez combien de personnes, qu'est-ce que ça veut dire efficace, et les effets secondaires. Donc, on essaie de vous expliquer toujours les effets secondaires attendus. Et on essaie d'être honnête. On est honnête. Après, des fois, peut-être trop rapide, voilà. Et puis, on essaie de vous dispenser une information qui soit à peu près adaptée à vous. On sait très bien que les effets secondaires d'un médicament, ils ne vont pas être les mêmes chez une personne de 82 ans et de 38, de toute évidence. Donc, on essaie de s'adapter aussi dans les effets secondaires attendus à vous. Et à l'opposé, certaines hormonothérapies sont infiniment moins bien tolérées à 38 ans qu'à 80 ans. Ça va dans les deux sens. C'est juste en fonction du contexte. Et donc les personnes peuvent discuter, poser des questions, réfléchir, discuter avec leur famille, parfois leur médecin traitant, etc. Alors souvent, on prend les décisions le même jour, parfois parce que c'est urgent, pas toujours, mais bon, mais ce n'est pas une obligation, on peut réfléchir. Moi, j'ai pas mal de patientes avec qui je dis réfléchissez, vous m'envoyez un mail et puis on fera ça, on fera selon votre choix. On fait un petit schéma en disant voilà, on peut faire ça, ça ou ça. Et après, des fois, on a besoin de discuter selon l'organisation familiale, etc. S'il faut, on peut dealer, on fait des nouvelles propositions. Tous discutent et se négocient et les personnes prennent leurs décisions. Et pour moi, la décision finale, elle revient au patient, pas au médecin, bien sûr. Après, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Donc, l'information, c'est vous permettre de prendre une décision adaptée. Alors, dans l'information, on essaie de vous faire passer des données de la science, mais ça va toujours être biaisé par notre propre expérience. Nous, on a une image, on a une expérience de certains médicaments ou certaines stratégies. On a de l'intuition, des fois c'est pas... voilà. Et on dit, moi je pense que pour vous ça serait mieux ça, mais des fois, bon voilà. Et parfois, notre expérience peut être conditionnée un peu différemment, mais c'est le côté humain. Donc qu'est-ce qui est certain, qu'est-ce qui l'est pas, les bénéfices, etc. Mais bien sûr, on va donner des informations qui sont adaptées à ce que vous souhaitez savoir. Je veux dire, quel est le niveau de connaissance que vous voulez avoir ou que vous acceptez d'entendre. Certaines personnes disent « Ah non, mais je ne veux pas savoir ». C'est toujours un peu compliqué à gérer, mais ça arrive. Donc on va donner des informations qui vont être ce que vous voulez entendre aussi. On ne va pas vous imposer une information. Ça ne serait pas bien même. Et donc vous savez comme moi que l'information c'est fragile. Et donc ça c'est sûrement le truc le plus difficile. C'est-à-dire, là j'ai eu l'exemple typique, c'est dans l'année dernière, il y a un moment, quand on proposait un médicament qui est de la navelbine, qui n'est pas un mauvais médicament, chez certaines personnes c'est génial et bien toléré, chez d'autres c'est moins bien on va dire, mais bon. Mais quand même c'est un médicament intéressant on va dire, chez quelqu'un qui a déjà eu plusieurs traitements. Il y a eu un moment où tout le monde refusait la navelbine. Moi, je ne comprenais plus pourquoi, parce que ça fait un certain temps qu'on l'utilise. Et en fait, il y a eu des blogs qui avaient diffusé des trucs assez horribles sur la navelbine, qui étaient assez irrationnels, je dois dire. Et tout d'un coup, tout le monde détestait la navelbine. Bon, donc nous, des fois, on est un peu surpris. Mais donc, il y a l'information médicale, il y a ce que les autres gens racontent, etc. Donc, faut juste savoir que... Alors, je ne dis pas que moi, j'ai raison, ni que je suis 100% objective, en aucun cas. Mais parfois quand même dans les blogs et les médias il y a des trucs un peu tendancieux. Voilà. Alors, je ne sais pas qui voulait descendre la navelbine. Donc médias, réseaux sociaux, l'entourage. Et en fait souvent il y a des gens qui ont des croyances. Et, par exemple, ça marche plus trop, mais pendant longtemps les gens n'aimaient pas trop les traitements par voie orale. Ou il y a des gens qui pensent qu'intraveineux c'est plus efficace que par voie orale. Des trucs bizarres. Voilà. Marketing, voilà, il y a des fois des personnes qui disent « Ah ouais, mais vous proposez ça parce que vous êtes vendu au laboratoire ». Ça m'arrive de l'entendre. Voilà, j'espère n'être vendu à aucun laboratoire.
Et donc là, voilà, le poids de la société de consommation. Par exemple, ça arrive qu'on donne un médicament qui est de l'endoxan par voie orale, qui est un vieux médicament. Il a été commercialisé pour la première fois en 1962. Et des fois, ça marche incroyablement. Moi, j'ai déjà des personnes, c'est hyper bien toléré. Et j'ai parfois des patientes qui reçoivent ce traitement pendant 2 ou 3 ans avec une super qualité de vie. Donc c'est pas parce que c'est vieux que c'est nul. Et c'est pas parce que du coup ça coûte pas cher, l'endoxan, je sais plus, mais alors entre Librance qui coûte de 3 000 € par mois ou 2 600 et l'endoxan à 5 € par mois évidemment. Voilà, donc des fois on est tous un peu drivés par la société de consommation, donc il faut faire un peu attention à ça. L'information n'est qu'une étape, et donc c'est pour vous guider, c'est pas tout. Et donc les difficultés, la décision partagée, j'enfonce des portes ouvertes, c'est que les médecins sont souvent paternalistes ou maternalistes comme moi. Le risque, c'est que les médecins vous paraissent ou aient une espèce de toute-puissance et que vous n'osiez pas les contredire, ça doit arriver. Les médecins se sentent responsables, comme je vous disais tout à l'heure. Ils ont toujours peur et donc on a toujours tendance peut-être à trop en faire. On a peur que les gens n'aillent pas bien parce qu'on n'a pas proposé un traitement assez lourd. Ça peut arriver. Les médecins ont clairement un problème de manque de temps. Donc parfois ils vont passer vite sur l'info et pas discuter trop longtemps parce que là il y a 32 personnes à voir et voilà. Et des fois on a du mal à adhérer à vos choix, je dois dire. Mais c'est comme ça. Et des fois vous avez sûrement du mal à adhérer aux nôtres. Il y a des personnes qui refusent des traitements, parfois c'est très difficile à accepter pour nous, parce qu'on se sent responsable, parce qu'on se dit qu'on n'aura pas bien expliqué, parce qu'on dit que si elles refusent le traitement, c'est de notre faute. Voilà. Et donc des fois on a beaucoup de mal avec ça. Donc on se sent coupable, c'est toujours... Et la culpabilité, ça vous paraît étrange, mais c'est un truc qui pose des gros problèmes aux médecins. Et il y en a aussi qui ont peur sur le plan médico-légal parfois. Et donc le problème pour les femmes d'avoir une décision partagée, c'est de ne pas être préparée, parce que tout d'un coup, il ne s'agit pas d'acheter un frigo, il s'agit de choisir un... Déjà, moi, pour acheter un frigo, je choisis comme ça. Mon mari m'engueule toujours. Enfin, heureusement, on n'achète pas trop de frigo. Mais bon, un frigo, voilà, on peut aller sur Internet, je pense qu'on a des avis à peu près cohérents. Je trouve pour les traitements médicaux, c'est un peu plus difficile. Et parfois, si on demande aux personnes de choisir, il y en a qui se sentent abandonnées. Donc il y a plein de femmes qui me disent « Mais vous feriez quoi ?» typiquement. Ou qui ne se sentent pas en confiance, voilà, manque d'habitude. Bon, c'est un peu la même chose tout ça. Et en fait, ça peut être stressant. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de prendre une quelconque décision, il suffit de le dire. Et parfois, il y a des gens qui ont peur de leur entourage. C'est très bizarre les rapports. Les enfants, ils vont être comme le médecin, ils vont pousser les gens à faire des traitements beaucoup plus lourds parce qu'ils ont peur que les personnes se sous-traitent. Et donc l'entourage n'est pas du tout objectif, mais pas du tout. Donc c'est bien d'avoir son entourage, c'est bien de partager, mais évidemment, l'entourage, il est comme vous, il est partie prenante du truc. Et pareil, la culpabilité, c'est aussi un problème pour vous. C'est se dire, ouais, je vais choisir ce traitement-là, c'est peut-être un peu moins efficace potentiellement, mais je vais être vachement mieux cet été, on pourra partir en vacances. Mais voilà, c'est vous sentir coupable de ne pas avoir fait assez parce qu'on ne sait jamais. Enfin, c'est super difficile, je trouve. Donc, l'intérêt de la discussion, c'est de lever toutes ces barrières-là. Et c'est tout. Bon, j'ai mis un peu de tout comme information. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je suis désolée. Je suis sûre que vous avez des questions quand même. Oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu le substitut à l'Herceptine qui vient d'arriver ? Ouais. Donc en fait, ça s'appelle biosimilaire. Donc c'est un médicament qui est... Donc c'est un anticorps monoclonal. La recette pour le faire est assez simple. Et donc le biosimilaire, c'est comme un générique pour un médicament, mais sauf que c'est pour un anticorps. Donc c'est une société qui est capable de fabriquer des anticorps qui fabrique des biosimilaires. Donc il y en a 2-3 qui en fabriquent. Donc pour le trastuzumab, c'est l'Herceptine, il y en a 2 sur le marché et qui ont fait un médicament qui est strictement identique en principe à l'Herceptine. Et donc là, il y a des contrôles quand même assez importants. Il y a des contrôles pharmacologiques, etc. Mais il y a des études qui sont faites pour montrer que la bioactivité, non seulement en théorie, mais aussi la bioactivité réelle est bonne.
Donc là, il y a Unicancer a choisi de passer au biosimilaire de Biogarant. Avec le biosimilaire de Biogarant, il y a plusieurs études publiées dans des grands journaux qui ont bien été revues, présentées, discutées par beaucoup de personnes, qui montrent une efficacité strictement identique au trastuzumab. C'est que l'intraveineux, c'est pas le sous-cutané pour l'instant. Et ça fait des économies énormes à la sécurité sociale. Ça permet aux autres médicaments d'arriver. Donc nous on a bien réfléchi, on a regardé toutes les données et on adhère avec ce principe. Mais on s'est dit qu'on allait informer toutes les personnes au fur et à mesure du fait qu'on a changé de médicament. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir deux médicaments identiques en même temps. Pour un anticorps, c'est très compliqué. Donc du coup, on va avoir que le biosimilaire ici. Et beaucoup d'hôpitaux vont faire pareil. À chaque injection, ça économise de l'ordre de 1 000 € à peu près à la sécurité sociale, il faut le savoir. Bon, je pense et honnêtement, je pense qu'on ne prend pas de risque en recevant un biosimilaire, en aucun cas. Donc il y a des données aussi, évidemment, on vérifie non seulement l'efficacité, mais la tolérance, en termes de tolérance cardiaque, etc. Il n'y a pas de problème. Donc il y a d'autres biosimilaires qui existent, ce n'est pas le premier. Et il y a un suivi particulier quand vous changez de médicaments en fait, on va continuer le suivi identique, c'est-à-dire on continue les échographies cardiaques tous les 3 mois, etc. Mais on a prévu dans la première année, effectivement, de vérifier. Donc s'il y a le moindre événement, on va le signaler, etc. Sur s'il y a des anomalies. Par contre, on n'est pas capable de faire le suivi, en dehors d'un essai clinique, le suivi d'efficacité. Ça, c'est très, très difficile. Donc on est capable de faire le suivi à l'échelle institutionnelle de tolérance. Le suivi d'efficacité, c'est les agences nationales qui font un suivi. Ouais. Donc dès qu'il y a un médicament nouveau, ils ont un suivi d'efficacité. Et le taxol aussi, il est sous forme générique? Oh là, ça fait très longtemps, depuis 2008 je crois. Ouais. C'est du paclitaxel. En l'occurrence ici, je ne sais même pas si on n'a pas le Taxol Princeps. Ouais. Taxotere, je sais qu'on a le Princeps de Sanofi, mais on ne l'utilise plus. Et Taxol, c'est du paclitaxel, je ne sais même pas lequel. Ça fait hyper longtemps. Et des fois, on se pose régulièrement des questions en se disant... le Xeloda aussi, maintenant, c'est de la capecitabine, qui est un générique en ville, par voie orale. Enfin, tous les médicaments sont génériqués. Donc ça, on essaie de surveiller. Nous, en fait, on doit faire des déclarations. Dès qu'on voit quelque chose, un événement inhabituel, quelqu'un a une tolérance pas habituelle, on doit déclarer, surveiller, discuter entre nous, etc. Mais c'est pas simple à l'échelle individuelle, bien sûr. Ouais. Dans les sous-types de cancer, ouais. Est-ce qu'avoir un cancer multifocal, c'est plus un risque? Non. Le risque, il dépend de la taille du plus gros nodule. Ça, c'est vraiment très clairement établi. Et les cancers qui ont le plus haut risque de métastase, si on faisait aucun traitement à taille égale et ganglion égale, les plus hauts risques, c'était les cancers HER2+, avant, quand il n'y avait pas l'herceptine, etc. Les deuxièmes, c'était les cancers triple négatifs. Et les troisièmes, c'était les cancers RH positifs. Voilà. Après, avec les traitements, c'est un peu différent. Ceux qui ont le plus haut risque aujourd'hui, à taille égale, c'est plutôt les cancers triple négatifs. Ouais. Pour le même cancer de départ, parce que la biologie est plus agressive. Il fait chaud, hein, on a fait exprès de vous endormir, là. Ouais. Je suis sortie de sa fille, ça n'a pas marché pour moi, en fait, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, parce que moi j'ai envie de voir à long terme, est-ce qu'on peut me dire, voilà, aujourd'hui on fait des régulines, mais si ça ne marche pas, est-ce que je peux avoir une maison globale de traitement auquel je pourrais accéder? Est-ce que ça, on peut me le donner aujourd'hui? Si les régulines ne fonctionnent pas, qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, on peut faire ça. Cette hantise de me dire que je vais arriver à un stade où je n'aurai plus. Et qu'il n'y aurait plus de traitement. Et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut m'apporter cette réponse en me disant voilà les possibilités, toutes les possibilités qui vont s'ouvrir à nous,
Aujourd'hui, on utilise ça. Si ça marche pas, on pourrait utiliser ça. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Bah ouais, bien sûr. Ouais. On peut vous donner toutes les possibilités en standard et ensuite essayer de vous dire, parce que les essais cliniques, ça varie un peu en fonction du temps, etc. Essayez de vous dire éventuellement il y a tel ou tel essai clinique. Ouais. Et ça, il faut demander à votre oncologue qui sait bien quel traitement vous avez eu avant et qui peut vous dire, voilà, si jamais ça... Souvent, on fait ça. Parce que souvent, quand on choisit un traitement, par exemple, si on choisit l'érébulline, on va dire, voilà, vous pourriez recevoir soit de l'érébulline, soit du Xeloda, si vous ne l'avez pas eu, soit de la Navelbine, soit du Gemzar, par exemple. Et on va dire, celui-là, il est comme ça, celui-là, comme ça. Et on va faire le choix de l'érébulline plutôt qu'un autre. Mais on va dire, si jamais l'érébulline ne marche pas, bah, vous aurez les autres. Souvent, c'est un peu comme ça. Ouais. Et donc là, il suffit de demander à votre oncologue qui peut vous dire si ça ne marchait pas, on pourrait faire ça. Après, on va s'adapter à la situation. C'est-à-dire, si un jour l'érébulline ne marche pas, ça va dépendre comment est votre cancer à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un traitement intéressant pour vous par ailleurs? Des fois, enfin, on peut modifier un peu l'algorithme de départ, mais on peut vous donner une idée. Ouais. Si ça vous rassure, c'est important. Mais oui, de se dire qu'il y a d'autres traitements, c'est vrai que c'est hyper angoissant de se dire mais là, on ne sait pas si jamais ça ne marche pas. Surtout si on a l'expérience qu'il y a des traitements qui n'aient pas marché. Ouais. Ouais. Par exemple, quand on a un cancer du sein et qu'on a un autre cancer qui a évolué à partir des métastases, si ce deuxième cancer devient plus important que le premier, c'est toujours un traitement général qu'on donne. C'est toujours vous parlez de toujours un cancer du sein. À l'origine, c'est un cancer du sein qui a évolué au foie. Oui, donc c'est un cancer du sein. Ouais. Oui, donc on donne toujours un... Ça va toujours être un traitement de cancer du sein. Ouais. Après, s'il change... Même s'il évolue, s'il devient important. Ça reste un cancer du sein. Et c'est bien ce qu'on avait dit au départ. Ça se traite toujours comme un cancer du sein. Après, on peut revérifier quelle est sa biologie, parce qu'il peut avoir changé entre-temps. Il y a certains cancers dont les récepteurs hormonaux étaient positifs qui deviennent négatifs. Le contraire, c'est rare. Certains HER2 positifs qui deviennent négatifs ou parfois le contraire. Donc quand on refait une biopsie, ça permet de vérifier ça. C'est ce qu'on disait à un moment. Ouais. Et là, vous refaites toujours une biopsie du sein? Ah non, parce que dans le sein, il n'y a plus rien en général. Ah oui, c'est ça, ouais. On fait une biopsie du foie, du poumon, de la peau, d'un ganglion. Après, on va faire une biopsie en fonction de si on considère que le comportement du cancer n'est pas logique ou que c'est vraiment important parce que ça va changer les décisions. Et on va de temps en temps maintenant beaucoup s'orienter vers les biopsies liquides, c'est-à-dire faire une prise de sang qui va nous aider. On va vraiment s'adapter à la situation. Et ça, c'est pas encore systématique? Non, non. Parce que pour l'instant, c'est plutôt des médicaments en cours de développement qui utilisent ces prises de sang. Et ce n'est pas des tests qui sont passés en routine, remboursés normalement par la Sécu. Donc on le fait encore dans le cadre d'études cliniques ou de programmes comme le programme Profil qu'on finance, nous, dans l'institution avec les dons des gens, des choses comme ça. Mais on essaie d'en faire le plus possible. Ouais. Il y avait une question là. Quand on a déjà eu 5 ou 6 traitements différents, ouais. est-ce qu'on peut espérer trouver un traitement qui va... Il y a plein de traitements possibles. Ouais. Il y a des gens qui ont reçu 15 traitements. Ouais. Mais je n'ai pas envie de vous faire peur en vous disant ça. Mais souvent, on réutilise des traitements qu'on a déjà utilisés. Ouais. Au bout de minimum 6 mois ou 1 an, les résistances antérieures ont disparu. Ouais. Même on peut donc réavoir un traitement qu'on a déjà eu. Ouais, ça arrive. On fait ça assez souvent. Hein. Vous avez dit tout à l'heure, mais bon... Assez souvent, on fait ça. Par exemple, il y a des personnes chez qui, j'en sais rien, le Xeloda marche très bien. Après, il ne marche plus, on fait d'autres traitements et 2 ans plus tard ou 1 an plus tard, on le reprend et ça remarche. Et ça remarche pendant encore 1 an. Oui, c'est assez... Donc on essaie... Alors après, on n'a pas toujours une idée exacte de comment sont les cellules cancéreuses à un moment donné. Même en général, on ne l'a pas. Mais on essaie de comprendre la logique en fonction de... Est-ce qu'un traitement a bien marché, pendant combien de temps, comment est-ce que ça se redéveloppe, etc. Donc, globalement, moi, c'est un peu empirique, mais ça marche pas mal. Ouais. Il y a des personnes qui peuvent être totalement guéries grâce à l'immunothérapie ou c'est plus... Sûrement, mais on n'est pas sûr. Certainement, mais on ne l'a pas prouvé plus exactement.
Mais il y a des personnes, par exemple, il y a une personne aux États-Unis, je crois qu'elle était. Alors avec l'immunothérapie standard, là, ce qu'on utilise actuellement, c'est-à-dire les anti-HER2 d'un côté, anti-PD1, PDL1 de l'autre. Il y a des gens qui ont un mélanome métastatique, un cancer du poumon métastatique, qui ont arrêté les traitements depuis 4 à 5 ans, dont le cancer n'a jamais réévolué alors qu'il y avait des métastases. Personne n'ose encore dire qu'ils sont guéris, voilà. Mais bon, ils sont sans doute guéris. Pour les femmes qui ont un cancer HER2+, maintenant on a pas mal de personnes qui avaient des métastases et qui reçoivent de l'Herceptine depuis 10 ou 12 ans après des métastases ou du Tyverb. Moi j'ai des patientes, c'est comme ça. Mais elles sont toujours sous traitement, on n'ose pas l'arrêter. Et donc moi je ne suis pas capable de dire si ces personnes sont guéries ou pas. Voilà. Donc le principe général des immunothérapies, c'est qu'on a l'impression très clairement que ça va avoir la capacité de guérir des gens qu'on ne guérissait pas avant avec les traitements conventionnels. Mais voilà, affirmer que quelqu'un est guéri, si on n'a pas les moyens de l'affirmer absolument qu'il n'y ait plus une cellule, on va mettre très longtemps à le dire. Ça veut dire qu'on va laisser l'immunothérapie marcher pendant longtemps en fait. Alors soit on continue, mais souvent par exemple dans le mélanome, les gens arrêtaient en général au bout de 2 ans. Mais on peut continuer aussi, mais souvent les gens arrêtaient parce que soit ils en avaient marre, soit il y avait des effets secondaires, et puis après, il ne s'est rien passé. Ouais, ils vont bien à long terme. Donc je pense qu'on guérit des gens aujourd'hui avec l'immunothérapie, mais c'est super difficile de l'affirmer. C'est une révolution parce que ça guérit là où on ne savait pas guérir antérieurement. Ouais. Après, il y a des personnes qui ont été guéries par de la chimio sur des cancers métastatiques il y a longtemps aussi, j'en connais, mais bon, c'était pas très fréquent, quoi. Donc du coup, on préfère dire que c'est pas le cas parce qu'en général, c'est pas le cas. Il n'y a pas de maximum de temps pour des gens qui ont pris des chimios, des médicaments pour le cancer. Le maximum de durée, en fait, ça dépend des toxicités surtout. Certains traitements sont, par exemple, les anthracyclines, là, le produit rouge. Vous ne pouvez pas en faire plus d'un certain nombre, sinon après, ça a une toxicité cardiaque rédhibitoire, donc on ne peut pas continuer. Ou certaines chimios, au bout d'un moment, les plaquettes ou les globules blancs ne tiennent plus le coup, donc on est obligé de les arrêter à cause de ça, ou les reins, ou je ne sais pas quoi. Mais pour beaucoup de traitements, par exemple le Xeloda, par exemple le palbociclib, les hormonothérapies ou certaines immunothérapies, on peut les continuer sans qu'il y ait de toxicité cumulative. Le Taxol, au bout de quelques cycles, on a une neuropathie qui devient invalidante, donc souvent on est obligé de l'arrêter à cause de ça. Il y a quelques personnes qui le tolèrent pendant un temps incroyable. Donc il y a une variation individuelle aussi. Ouais. Mais il y a pas mal de traitements qu'on peut continuer longtemps. Ouais. Je fais le parallèle avec une méthode, par exemple, qui existait dans le temps, antibiogramme, pour préciser quel antibiogramme. Bah ouais, c'est un peu ça, ouais. Est-ce qu'il y a une méthode C'est la médecine de précision, étudier les gènes du cancer à un temps donné, soit dans la tumeur par une biopsie, soit dans le sang, c'est comme un antibiogramme. Sauf que c'est pas encore tout à fait aussi. Mais ça ressemble à ça, c'est un peu l'idée, ouais. L'étude Saphir 2, c'est ça, normalement. C'est essayer de faire l'antibiogramme du cancer. Mais bon, on ne trouve pas toujours le bon antibiotique. Ouais. On n'a pas parlé d'opération quand il y a des métastases tout à l'heure. Ça se fait ou pas? En fait, on va faire des opérations soit s'il y a un endroit, une métastase qui est dangereuse, au niveau d'un os ou un endroit où ce serait dangereux, et ça arrive que dans une vertèbre. Donc on va opérer pour la sécurité, pour qu'il n'y ait pas de complications. Sinon, pour un cancer qui a des métastases, globalement, opérer les métastases, on n'a jamais prouvé fondamentalement que ça permettait de guérir les gens ou qu'ils vivent plus longtemps. Donc du coup, on ne l'utilise pas du tout en systématique, le traitement est vraiment général, mais ça arrive quand même régulièrement qu'on le fasse. Alors maintenant, on ne fait plus toujours des chirurgies à la place, on fait soit de la radiothérapie focalisée, soit de la cryothérapie, c'est geler les tumeurs, soit des micro-ondes, c'est les griller. Et on va le faire chez des personnes qui ont très peu de métastases, quoi, en se disant, mais on n'a jamais réussi à prouver que ça a changé fondamentalement quelque chose. Donc après, c'est un petit peu une discussion
au cas par cas. Avec le médecin, avec l'oncologue? Nous, on discute entre nous et selon le souhait des patients, etc. Faut pas que ça soit, si c'est à visée thérapeutique, faut pas que ça soit lourd. C'est assez différent des cancers du côlon, par exemple, où on a démontré que faire la chirurgie des métastases hépatiques, ça améliorait beaucoup les choses. Mais c'est différent parce que le côlon, toutes les métastases vont dans le foie. C'est un peu comme les ganglions pour le sein, quoi. C'est assez différent. Donc là, à part les ganglions, sinon on n'opère pas en systématique. Ou des fois, quand il y a des symptômes ou une menace, par exemple au niveau cérébral, au niveau d'un os, ça arrive qu'on opère. D'autres questions? J'ai une petite question. Est-ce qu'on est certain qu'une métastase ne va pas elle-même envoyer d'autres cellules? Non, on n'est pas certain. Si la métastase évolue, elle doit envoyer d'autres cellules. Ouais. Ouais. Mais c'est pas pour ça qu'en la traitant localement, ça va résoudre le problème. Ce qu'il faut, c'est que les métastases n'évoluent pas. Parce que si c'est pas elle qui en envoie, ça peut être celle d'à côté qu'on voit pas, etc. Donc c'est sûr, il y a une recirculation à partir des métastases, effectivement. Et donc le principe d'opérer, ça pourrait être en rapport avec ça. Mais il faut que la maladie soit contrôlée par ailleurs et vraiment faire un traitement local, ça ne peut pas contrôler parce que si on voit une métastase, il y en a d'autres ailleurs. Donc il faut vraiment qu'il y ait un traitement par ailleurs dans tous les cas. Et vous parlez du côlon qui reste au foie, est-ce que ça peut être inverse au côlon? Est-ce que ça peut être? Vous disiez que quand il y a une métastase au côlon, ça peut arriver au foie? Non, non, c'est les cancers du côlon. C'était un exemple différent. Parce que dans le cancer du côlon, on opère souvent le foie, ce qui est très différent du cancer du sein. Ouais, c'était vraiment une comparaison très indirecte. Ouais. Non, non, les cancers du sein, ils ne donnent pas tellement des métastases dans le côlon. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer des inhibiteurs de métastases, c'est-à-dire que quand un cancer se déclare dans le sein, dès le départ, faire un traitement pour inhiber cette espèce de potentiel de métastase? Ouais, c'est une bonne question. Il faudrait que vous travailliez dans le développement thérapeutique. En fait, parce que les traitements qu'on utilise, ils vont tuer des métastases qui seraient déjà parties. Et en général, le problème, c'est qu'il y a eu pas mal de documentation pour dire que les cellules, elles ont souvent circulé assez tôt dans l'histoire du cancer. Et si elles se redéveloppent après, c'est que quand on est arrivé avec nos traitements, elles avaient déjà circulé. Donc en fait, inhiber les métastases, si elles sont déjà installées, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'on a compris un peu qu'elles étaient... Sur les cellules cancéreuses, elles ont des protéines particulières qui font qu'elles vont aller plutôt à un endroit qu'à un autre. C'est des récepteurs, chémokines ça s'appelle. Et donc certaines, elles aiment bien aller dans le poumon, d'autres dans les ganglions. Voilà. Et donc ça fait 10-15 ans qu'on a identifié des chémokines qui montrent que dans ce type de cancer, il va plutôt y avoir une affinité pour aller à tel et tel endroit. Et donc il y avait à l'époque, il a été développé quelques médicaments qui étaient inhibiteurs de chémokines en se disant, comme ça va empêcher, c'est exactement ce que vous dites, les cellules d'aller à tel endroit. Le seul problème, c'est que elles étaient déjà installées avant qu'on arrive, quoi. Et donc ça, il faudrait le donner ultra tôt, quoi. Donc le truc est intelligent, mais il faudrait qu'on arrive plus tôt encore. Ouais. J'ai lu un Vous êtes toujours synchrones toutes les deux. Hein. Là, vous levez les jours la main en même temps. Non, je vous en prie. Oui, moi je voulais vous demander est-ce que les stress extérieurs peuvent favoriser l'évolution des métastases? Alors ça, c'est pas facile parce qu'on n'a jamais de données objectives pour dire ça. Il y a plein d'études. Le problème de fond, c'est que un même stress, pour certaines personnes, ça va être hyper stressant et pour d'autres, pas beaucoup. J'en sais rien si vous perdez votre chien. Pour certaines personnes, c'est horrible. Ils vont avoir un syndrome dépressif majeur pendant 1 an. Et pour d'autres personnes, ça sera difficile, mais sans plus. Donc c'est un peu... Et bon, voilà. Donc du coup, il n'y a pas d'échelle de stress parce que c'est très individuel. Donc il y a des échelles, mais pas d'un événement. Et puis, bref, du coup, il y a eu plein d'études, mais on n'a jamais réussi à démontrer que c'est parce qu'il y avait un stress que les gens allaient plus mal à un moment. Néanmoins,
empiriquement, on est comme vous, ça fait très longtemps qu'on se dit qu'effectivement, parfois on a l'impression qu'à un moment, les gens ont eu un problème majeur dans leur vie et que ça a dû participer. Mais pourquoi ça participe? C'est pas un effet direct, c'est qu'a priori, au moment où on a un stress majeur, on a une baisse des défenses immunitaires. Parce qu'on va sécréter un certain nombre d'interleukines et de substances qui font baisser les défenses immunitaires. Et c'est une théorie, mais probablement ça passe par là. Donc après, c'est super difficile de ne pas être stressé parce que vous ne pouvez pas contrôler toute la vie, quoi. Et donc je pense que peut-être que c'est quand même intéressant d'apprendre un certain nombre de comportements, de méditation, moi aussi je devrais m'y mettre, hein, de yoga, etc. pour apprendre à gérer les stress. Peut-être que ça nous aiderait aussi un peu. Après c'est facile à dire, hein, mais quand vous avez un stress majeur, c'est... Et donc peut-être que dans le futur, on sera capable de dire chez quelqu'un qui a eu un cancer, s'il y a un stress majeur qui arrive, il faudrait qu'à ce moment-là, on lui donne un traitement préventif. Et ça, on ne sait pas faire. Moi, j'imagine que ça pourrait être une voie du futur. Pour l'instant, on n'est pas trop bon là-dessus. Ouais. Donc je pense aussi dans notre comportement, nous, parce qu'on vit quand même, je sais pas, j'imagine que pendant la Seconde Guerre mondiale, le stress était horrible. Mais je sais pas, je trouve qu'aujourd'hui, les niveaux de stress dans la vie des gens augmentent beaucoup. C'est bizarre parce qu'on a envie dans le plus grand confort qu'on ait jamais eu, mais ouais. Et voilà, donc du coup j'ai l'impression que ça participe quand même. Donc s'il faut qu'on se déstresse tous, il faudrait qu'on change la vie en général, quoi. Et je pense que ça intervient. Donc globalement, méditation, faire de l'activité physique, s'occuper des autres, avoir une vie sociale. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont des cancers avec des métastases qui ont une vie sociale assez pauvre. Et je pense que du coup, quand il y a des stress, parce que si on n'est pas très entouré pour diverses raisons, on se prend plus les choses tout seul, quoi. J'ai l'impression que le partage social, ça aide un peu. Ouais. Après, on n'a jamais dit qu'être célibataire, c'était plus grave que... C'est pas du tout mon propos. Mais voilà, je pense que les relations humaines, c'est hyper important. Et globalement, voilà. Moi, il y a un truc, et là, vous avez fait une chose absolument géniale. Moi, je pense que les gens qui rient vont mieux que ceux qui ne rient pas. Mais... Et le rire, je pense que c'est hyper thérapeutique. Mais c'est bon pour nous aussi, parce que nous, on a besoin de rigoler. Et quand on rigole ensemble, c'est magique quand même. Et ça fait, vous avez vu, ça fait une forme de sécrétion d'endorphine, et je pense que ça aide beaucoup. Ça remonte les défenses immunitaires. Donc il faut faire du yoga, de la méditation, mais il faut rigoler. Vous aviez une question aussi? Alimentation, sucre, laitage, produits inflammatoires, est-ce que ça peut accentuer ou pas? Ah ouais, donc je me demandais si la question allait arriver. On a eu le truc nutrition maintenant? Ah non, c'est pas nutrition, c'était complément alimentaire. C'était bien? Olivier, il est bien. Hein. Donc, revenons à la question. Alors là, il y a plein de trucs, il y a des modes. Chaque année, il y a une mode. Cette année, c'est le sucre. Il y a énormément de trucs sur il ne faut plus manger de sucre, etc. Et il y a les modes des jeûnes cétogènes, etc. Donc globalement, là-dedans, il y a un tout petit peu de vrai, beaucoup de faux à chaque fois. C'est comme le lait, c'est comme la... Voilà. Mais globalement, c'est clair qu'il faut avoir une alimentation la plus équilibrée possible. Parce qu'il ne faut pas se dénutrir, il faut avoir des muscles, c'est hyper important, parce que les muscles, ça aide beaucoup, beaucoup pour les défenses, etc. Mais il faut avoir un peu de graisse aussi, c'est bon. Et voilà, donc il faut faire de l'exercice, il faut marcher tous les jours, ça c'est vraiment important. Et donc le sucre, en fait, en plus ça fait du bien quand même un peu de sucre, donc je pense qu'il faut en manger un peu, mais pas trop. Mais le truc zéro sucre et tout, je trouve ça n'a aucun rationnel. Les viandes, c'est plutôt des trucs sur la prévention du cancer. Une fois qu'on l'a, il faut quand même manger un peu de viande pour avoir des muscles. Et il faut essayer de respecter le truc, genre pas la viande, pas plus de une fois par jour, grand maximum, et la viande rouge 2 fois par semaine. Les laitages, on a besoin, sinon les os ils se cassent. Et je pense que c'est bon les laitages. Tous ces trucs-là, maintenant c'est plus trop à la mode, les laitages, ça va. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Et les compléments alimentaires, c'est bien, mais il faut faire gaffe. L'autre jour, j'ai une patiente qui avait des compléments alimentaires et en fait, elle prenait
5 fois la même chose, parce qu'on ne fait pas attention. Elle prenait 5 fois des quantités de vitamines, ça devenait des trucs hyper dangereux, ou de certains compléments. Donc voilà, il ne faut pas se bourrer de vitamines. Globalement, les vitamines, c'est souvent dangereux si on les prend alors qu'on n'est pas déficitaire. Et les compléments, les phytothérapies, en fait, il y a quand même des substances pharmacologiques. Donc il faut faire attention parce que ça interagit pas mal avec certains médicaments. Donc c'est pas facile, mais... Donc si vous voulez prendre un peu de compléments, je pense qu'il ne faut pas en prendre 50. Il faut choisir. Peut-être si vous prenez un peu de vitamines pendant 1 mois, mais pas tout le temps. Et pas tout mélanger, ça c'est... Parce qu'il y a des gens qui prennent de façon compulsive plein de trucs. Hein. Je comprends très bien, parce qu'on a envie de faire des trucs soi-même, et que ça c'est un truc qu'on peut contrôler, et tout le monde vous donne des conseils, du coup vous dites je vais prendre tout. Mais là, des fois, ça peut être hyper dangereux. Il y a des personnes, des fois, qui ont le foie qui s'abîme à cause de ça. On arrête les compléments, et puis tout rentre dans l'ordre et tout. Il n'y a pas que nos médicaments qui sont mauvais. Ouais. Globalement, l'aspirine, c'est un peu dangereux à cause du fait que ça peut faire saigner. C'est un anti-inflammatoire, donc il faut se méfier. Forte dose, c'est anti-inflammatoire. Faible dose, c'est anti-agrégant des plaquettes. Et donc on le donne aux gens qui ont des risques cardiovasculaires. Et donc l'aspirine, ça a été décrit comme diminuant les risques de cancer du côlon, avec un assez bon niveau de preuve. C'est-à-dire on prend des gens, des centaines de milliers de gens qu'on suit, et des cohortes, et on regarde à long terme. Et ceux qui prenaient de l'aspirine, et c'était avant, parce qu'il y a un moment où les gens prenaient beaucoup d'aspirine dans les années 80-90, ceux qui prenaient de l'aspirine assez régulièrement, ils avaient moins de cancer du côlon que les autres. Et donc du coup, à partir de ça, on a fait des études d'intervention pour filer de l'aspirine à des gens, et voir ce que ça donne. Et là, on a eu justement, il y a 15 jours, dans le New England Journal of Medicine, qui est la bible ultime de la médecine, les résultats d'une étude chez des gens de plus de 70 ans. Ils ont randomisé, tiré au sort une vingtaine de milliers de personnes américains pour qu'ils prennent soit de l'aspirine, soit un placebo pendant quelques années. Et alors les gens, donc l'idée c'était que ceux qui prenaient de l'aspirine aillent mieux à long terme, c'est-à-dire qu'ils meurent moins, qu'ils aient moins de maladies cardiovasculaires et qu'ils aient moins de non, pas effets secondaires, et qu'ils aient moins de problèmes médicaux en général, quoi. Et alors, c'est assez dramatique parce que les gens qui prenaient l'aspirine mourraient plus, ont plus de cancers, tous les cancers, même le cancer du sein. C'est des petites doses, 75 mg par jour, et ils vont moins bien. C'est complètement le contraire. Et donc, à chaque fois qu'on a fait des études, par exemple, avec les vitamine A, vitamine E, etc., les gens qui prennent une alimentation équilibrée où ils ont des vitamines, mais c'est dans un cadre global, ils ont l'air d'aller mieux. À chaque fois qu'on essaie de donner la vitamine à des gens qui n'ont pas de déficit, à la fin, ça se finit mal. C'est-à-dire qu'il y a plus de... Donc, voilà, moi, je pense qu'il faut pas... On ne peut pas donner aujourd'hui de l'aspirine en prévention. Et si on a un cancer, si on n'a pas de maladie cardiovasculaire, il n'y a pas d'intérêt à en prendre. Et alors, ils ont eu pas mal de problèmes d'hémorragie aussi, hein, bien sûr. Et les autres prenaient un placebo, hein, donc c'est un truc, c'est vraiment... Et la médecine, c'est compliqué, en fait. Il y a des choses qu'on croit vraies, et puis quand on les teste vraiment, ça s'avère le contraire. C'est pour ça que les règles changent d'un jour à l'autre. Voilà. On dit qu'il faut mettre les bébés comme ça, après comme ça. Ben oui. Donc voilà, c'est là où c'est difficile. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir une maladie auto-immune à la base, est-ce que ça prédispose plus à faire des métastases par la suite? Ah, ça c'est... Non, ça prédispose. Alors, si on a une maladie auto-immune qui a requis d'avoir beaucoup d'immunosuppresseurs pendant beaucoup d'années, on a une légère augmentation du risque d'avoir un cancer en soi. Par exemple, si on a une maladie de Crohn où on a pris des immunosuppresseurs très longtemps, on sait qu'il y a un léger risque supplémentaire d'avoir un cancer, mais pas d'avoir des métastases. On n'a jamais montré que ça augmentait les risques d'avoir des métastases. Non, non, une maladie auto-immune en soi, non. Au contraire, on a une immunité qui fonctionne vachement spontanément. Ouais. Non, si on n'a pas pris d'immunosuppresseur, non. Enfin, pas à ma connaissance. La maladie auto-immune avec l'immunothérapie, ça peut fonctionner? Non, les gens qui ont une grosse maladie auto-immune, on ne va pas pouvoir leur donner d'immunothérapie parce que ça va aggraver. Par exemple, les gens qui ont une maladie de Crohn, on ne va pas pouvoir leur donner d'immunothérapie. C'est un vrai problème parce que ça risque d'aggraver la maladie de Crohn gravement. Ouais.
Sauf les gens qui ont des problèmes de thyroïde, parce que ça, c'est pas trop gênant. Parce que même si ça aggrave la thyroïde, de toute façon, on prend ce très bon lévothyrox. C'est pas trop grave. Oui, il y a plein de maladies auto-immunes. Oui. Donc vous avez l'air déçu. Vous pensiez que c'était la maladie auto-immune qui était en lien avec la... Moi, je pense au lupus, par exemple. Après, voilà, peut-être que... Non, c'est sûr, ça augmente le risque d'avoir un cancer, même. Les immunosuppressants, en tout cas. Après, voilà, peut-être que dans votre cas particulier, il faut voir, mais... Ouais. J'ai vu qu'on pouvait détecter des cellules cancéreuses qui circulaient dans le sang bien avant. Donc les cellules tumorales circulantes, en fait, pour l'instant, on ne l'utilise pas en routine parce qu'on n'a jamais trouvé à quoi ça pouvait bien servir. Mais effectivement, on est capable de détecter des cellules tumorales circulantes, surtout dans les cancers du poumon, de la prostate, dans le cancer du sein, beaucoup moins. Mais chez quelqu'un qui a un cancer du sein avec des métastases, au diagnostic de métastases, dans 60% des cas, on va trouver des cellules tumorales circulantes. Après, ça n'apporte aucune information supplémentaire, donc on ne sait pas s'en servir parce qu'on ne sait pas trop caractériser ces cellules. On va être plus fort en identifiant l'ADN circulant et en regardant les mutations sur l'ADN circulant, ça nous apporte plus d'informations. Du coup, on a un peu mis de côté les cellules circulantes parce qu'on n'a pas su trop quoi en faire. Il y a eu plein d'études, et donc on a plus investi sur l'ADN circulant là, dans les dernières années. Même. Et il y a eu plein de questions sur le fait que ça soit, si on peut l'utiliser pour du dépistage précoce, c'était dans des cancers du poumon, c'était le test de Patricia Paternelli-Bradshaw. C'était intéressant, mais ça n'a jamais été reproduit nulle part. Donc là, bon, c'est un truc qui est en cours d'évaluation. Ça serait intéressant, mais pour le cancer du sein, non. En fait, ça va trouver des cancers déjà un peu avancés, etc. Plus d'autres questions ? Merci beaucoup. Il faut sourire pour la caméra.